Bonsoir messieurs, dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir Nico. Bonsoir DG. Nous nous retrouvons avec Nicolas Augusto pour parler OVNI à l'occasion de la sortie de ton livre OVNI, ils nous ont menti. Alors je vais la faire à la tire Ardisson. OVNI, ils nous ont menti. Donc un bouquin passionnant que je vous recommande tous. Ça fait quoi, à peu près 370 pages. Et c'est vraiment un résumé complet pour tous ceux qui n'ont pas tout suivi ces dernières années, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations depuis 2017. Et même, j'ai envie de dire, même pour ceux qui connaissent bien le sujet, c'est le livre de référence en français. Il y a tout dedans. Ça retrace quasiment tout. Il y a des entretiens, des interviews que tu as faites notamment avec Luis Elizondo. Tu as des traductions de conférences. Tu reviens un peu sur Roswell. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au rapport du Pentagone il y a 1 an à peu près. Donc c'est vraiment très complet et je le recommande à tous ceux qui sont sceptiques. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent c'est pas possible, on nous raconte n'importe quoi. Et du coup, dans cette vidéo, on va essayer de revenir un peu sur les sceptiques, sur la désinformation potentielle des Américains, sur ce que tu crois par rapport à ce phénomène, etc., etc. Nico, je vais commencer par cette question. Est-ce que tu es un fervent croyant? Est-ce que tu penses sincèrement qu'on est visité par une entité extraterrestre? On y va franco. Ouais. Alors, écoute, c'est une très bonne question. Question qu'on me pose souvent, à laquelle j'ai toujours du mal à répondre. Je suis convaincu qu'il y a un sujet sensible. Que le sujet OVNI intéresse les autorités américaines et même les autorités françaises, c'est indéniable. Est-ce que je suis convaincu que nous soyons visités par une forme extraterrestre? Je ne sais pas. Est-ce que il y a quelque chose, un phénomène qui dépasse nos connaissances scientifiques? C'est indéniable. Est-ce que c'est nous du futur? Est-ce que c'est effectivement une civilisation extraterrestre? Est-ce que c'est des sondes d'une intelligence artificielle provenant d'ailleurs? Je ne connais pas la réponse. Une chose est certaine, c'est que le sujet transcende les intérêts des agences américaines, du pouvoir militaire américain et international, et qu'un ensemble de scientifiques bien placés, remplis de connaissances dans tout un ensemble de domaines qu'on discutera, s'intéressent au sujet depuis 50 ans, de façon extrêmement sérieuse. Est-ce que tu penses que potentiellement on pourrait être dans une simulation? Ou pourquoi pas que ce soit une entité divine? Alors, on pourrait être... qui peut dire on n'est pas dans une simulation? Est-ce que c'est envisageable? Je pense que c'est envisageable quand on regarde l'avancée technologique qu'on a fait nous ces 50 dernières années. Imaginons que si on applique un développement similaire à une autre civilisation qui est elle-même bien plus avancée, d'ailleurs je parle de l'échelle de Kardec dans le livre, on peut imaginer que demain nous sommes simplement des résidus de programme. Et on peut imaginer être dans une simulation. Est-ce que, la deuxième question que tu posais, est-ce que c'est une entité divine? S'il y a la question extraterrestre, et que ces extraterrestres, quelque part, ont façonné, en tout cas c'est ce qu'on peut retrouver dans certains écrits, après c'est un débat, hein, on peut en discuter, mais, et que ces extraterrestres ont effectivement aidé la population terrienne à se développer, à créer des monuments, ou pas, ou à même les amener sur les chemins de la spiritualité, de facto, la question extraterrestre devient en fait la question créationniste. C'est-à-dire qu'on peut imaginer avoir été créé par une entité supérieure, dite extraterrestre ou divine, à son image ou à son désir. Est-ce que tu es quelqu'un de croyant? Est-ce que tu as déjà été croyant, si jamais tu l'es? Ouais, j'ai été croyant. Plus jeune, j'ai suivi un parcours dans la foi chrétienne, où j'ai été baptisé, donc ça par force, par mes parents, parce que j'étais gamin. Ouais. Puis après, j'ai fait effectivement ma communion, puis ma profession de foi. Donc en fait, j'ai toujours été attiré par la spiritualité, la réflexion et tout ça. Et je m'en suis détaché en grandissant, pour des raisons, on va dire, plus terre-à-terre, plus humaines. Et je me suis rapproché d'une autre forme de spiritualité, qui est une spiritualité plutôt asiatique. Mais il est indéniable qu'on ne peut pas écarter la spiritualité de la question extraterrestre. Quand on se renseigne vraiment et qu'on décortique le sujet, il y a effectivement une cause et effet, il y a un lien dans des anciens écrits, notamment quand tu regardes l'Ancien Testament, effectivement il y a des allusions à une intrusion provenant d'ailleurs. On se souvient tous des chariots de fer dans ces boules de feu,
que certains ont pu apercevoir aux alentours entre le 1er et le 3e siècle. Les choses ont été reproduites dans des peintures plus tard. Donc, toutes ces questions sont liées, on est bien au-delà d'un simple phénomène purement américain, issu de la culture américaine, du cinéma américain, comme beaucoup de sceptiques le pensent. On a un phénomène beaucoup plus large et qui traverse tout un ensemble de cultures. C'est ça qui est assez intéressant. Ouais. Du Mahabharata, de la Bible, du Coran. J'entendais le cheikh à Dubaï parler il y a quelques années en disant et en fait, Adam et Ève sont extraterrestres par définition. Parce qu'en fait, le truc, il y a des gens qui sont extrêmement croyants. Oui. Pour eux, c'est soit la religion chrétienne, soit la religion musulmane, etc. Il y a une partie de gens qui croient plus en rien. Il y a aussi beaucoup d'agnostiques, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas une religion déterminée, mais qui croient qu'il y a quand même quelque chose de supérieur. Et mon sentiment, en fait, c'est que tous ceux qui sont un peu agnostiques, enfin qui croient qu'il y a quelque chose, sont enclins à se pencher sur la croyance extraterrestre. Parce que finalement, on cherche tous un sens à la vie. Ah, à mon avis, c'est le sens propre de la vie. C'est-à-dire, en fait, on vit, nous, notre vie matérialiste, remplie d'obligations, de droits, de devoirs, peu importe, qui nous est imposée par nos systèmes. Mais au fond de nous, en tant qu'humains, on a besoin, parce qu'on sait que l'inéluctable, c'est la mort. Ouais. Et on a forcément une crainte par rapport à celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a pendant? Est-ce que c'est tout? Est-ce que tout s'arrête? Est-ce qu'on recommence? Donc forcément, et d'ailleurs en vieillissant, les gens se spiritualisent un peu en vieillissant. Même moi, j'ai rencontré des gens très athées qui avaient 20 ans, aujourd'hui ils en ont plus de 40, et se sont penchés tout doucement vers une spiritualité. Ça veut pas dire une religion, il faut bien faire le distinguo entre religion et spiritualité, c'est vraiment deux choses totalement différentes. En règle générale, la spiritualité n'est pas liée à un mouvement, mais liée plutôt à un désir d'harmonie, alors que la religion, elle est plutôt dogmatique, elle est plutôt enfermée dans des codes moraux, dans des codes religieux liés à une religion. On parlait effectivement de la religion catholique, de l'islam ou du judaïsme, qui sont effectivement ces trois religions monothéistes qui aujourd'hui en Occident et dans le monde arabo-musulman sont les piliers en fait de ces sociétés, même si l'Occident elle est moins en moins croyante, on est d'accord, mais il reste quand même quelque chose de tout ça. Donc, est-ce que on peut mettre cette sensibilité extraterrestre au cœur de tout ça? Je pense que oui. Il y avait un scientifique anglais qui s'appelait Claude Alanroten, alors pas était parce qu'il n'est pas décédé. Claude Alanroten, c'était un spécialiste en microbiologie et qui avait découvert ce qu'on appelle la panspermie. Je ne sais pas si tu connais un petit peu. La panspermie, ils ont démontré que les virus, les bactéries, pouvaient survivre dans l'espace. Et que lui, une de ses réflexions, il n'a même pas mené ça jusqu'à une théorie, mais une de ses réflexions, c'était de se dire, on savait que Mars, il y a 4 milliards d'années, était une planète bien différente qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. La planète Terre, pareil. Il y a 4 milliards d'années, Mars a subi des chocs et a propulsé tout un ensemble de météorites, de résidus dans l'espace. On a retrouvé certains de ces résidus, par exemple dans l'Antarctique, dans nos glaces, dans lesquels il y a des bactéries. Donc, des bactéries provenant d'ailleurs auraient peut-être pu inséminer notre planète. Alors, on est un peu loin de la spiritualité, mais il n'est pas inenvisageable qu'il y ait un mélange un petit peu entre les deux. Donc, c'est à débat, bien évidemment, c'est à débat. Je n'ai pas la réponse. Je pense que personne n'a la réponse. Après, c'est ça que j'ai bien aimé dans ton livre. C'est que c'est très factuel. En fait, on aurait envie, quand on regarde ces dernières années, notamment avec les 3 vidéos qui sont parues dans le New York Times, ouais, qui ont été officialisées en 2020 par le Pentagone, de se dire, bon, ok, il y a clairement des engins qui défient les lois de la physique, qui violent tout ce qu'on connaît avec des manœuvres impossibles, qui passent du ciel à la mer en quelques secondes. Tout à fait. Et on se dit, qui pilote ces engins? Forcément, c'est des extraterrestres, ça peut pas être les Russes, ça peut pas être les Chinois, ça peut pas être les Américains. Mais tu restes très factuel, tu restes très prudent. En fait, tu n'énonces que des faits pendant tout le livre. Après, il y a une partie un peu philosophique, mais tu y vas à tâtons. Ouais. Et c'est vrai que souvent tu dis, je peux pas te dire exactement ce que c'est. Mais dans cette vidéo, j'ai envie quand même qu'on creuse un peu. J'ai envie de voir un petit peu ce que tu ressens profondément. Mais on va revenir sur l'origine pour toi du phénomène. Ouais. Dans ton livre, moi j'ai appris un truc, c'est
la date 1942. C'est vrai que pour moi, le commencement, c'était plutôt Roswell, mais toi, tu parles d'une bataille à Los Angeles, où il y aurait eu des ovnis dans le ciel. Est-ce que tu peux nous en parler assez rapidement? Alors oui, c'est une histoire effectivement qui est relativement peu connue. Alors peut-être plus par les ufologues assez avertis, mais c'est vrai qu'on n'en entend jamais parler. Tout le monde, pour les gens, on va dire que dans l'imaginaire collectif, tout commence avec l'affaire de Roswell, ce fameux crash qui aurait lieu dans le champ de Mark Brazel. Bon, en faisant mes recherches, je me rends compte que 5 ans avant, on a un phénomène assez intrigant. On est en pleine guerre mondiale, seconde guerre mondiale, pardon. Et pendant cette soirée de Los Angeles 1942, les militaires de Los Angeles vont canarder, je sais pas d'autre mot, bombarder, mitrailler le ciel, parce que le ciel est survolé par des lumières ovales, qui font pas de bruit, qui se déplacent à vive allure. Les Américains sont convaincus que c'est une force étrangère, que c'est soit les Allemands, soit les Russes. Ils savent pas exactement ce que c'est, mais comme bon Américain qu'on peut être, on y va à l'artillerie, quoi. Tu vois, c'est le réflexe américain. On y va au lourd. Et ils canardent sans toucher aucune des cibles. Ça fera plusieurs rapports. Il y a un livre d'un Américain qui s'est penché, qui a fait vraiment un bouquin là-dessus. Je vous incite à lire le bouquin. La seule problématique, c'est que le bouquin est entièrement en anglais, n'a jamais été traduit. Ouais. J'ai même moi-même contacté pour savoir si on pouvait, entreprendre une traduction. Bon, j'ai jamais eu de réponse. Je pense que la maison d'édition, tout ça, est mort, parce que le bouquin a quand même quelques années. Mais le sujet est absolument fascinant. Donc pour moi, d'un point de vue officiel, avec un dossier, parce que c'est ça ma réflexion. Parce que sinon, comme je te disais en off, il y a des affaires extraterrestres qui remontent jusqu'au 8e siècle en France, à Lyon, on en trouve. Mais je voulais quelque chose de vraiment d'officiel, avec une teneur, une source vérifiable, avec des prises journalistiques, et tout ça est disponible dans ce bouquin. Ouais. Et ça pour moi, ça m'a un peu scotché quand j'ai fait mes recherches. C'est ça qui est bien aussi, parce que ce livre ouvre la porte à plein d'autres livres. Souvent, tu dis, voilà, lisez ce livre, et notamment sur Roswell. Ouais. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a 2 mecs que tu interviews qui ont des avis totalement différents sur ce qui s'est passé en 1947. Toi, c'est quoi ton point de vue sur Roswell? Écoute, je vais rester extrêmement pragmatique. L'affaire Roswell a un niveau de classification dans les agences qui est above top secret. Ouais. Donc ça, c'est pas de la conspiration, c'est pas du mytho, on n'est pas en train d'arranger. Moi, j'ai aucun intérêt là-dedans. L'affaire Roswell, pour le commun des mortels, les Américains, les agences américaines classifient tout un ensemble d'informations militaires dans différentes catégories. Donc tu vas avoir secret, top secret, above top secret. Et Roswell fait partie de la 4e classification des dossiers les plus sensibles. Dedans, il y a certaines affaires. l'Irangate, le Watergate, le 11 septembre, JFK, l'affaire Martin Luther King, l'affaire Roswell, sont des affaires très 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 sensibles qui sont au-dessus des affaires traditionnelles qui peuvent être, voilà, je dis c'est secret défense, top secret, above top secret. Ok. Même le président, en fonction, n'est pas au courant. Alors, ça dépend de qui a été président, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les présidents américains, comme les présidents français, sont des intérimaires. Ouais. C'est des mecs qui ont des CDD. On sait très bien qu'ils vont rester 4 ans, peut-être qu'ils vont... Exactement. Parfois ils restent 8 ans, ils cumulent de mandats, mais tu sais que tôt ou tard ils vont partir. Donc ils n'ont pas ce qu'ils appellent le need to know, sauf si le président fait pression au début de son mandat pour recevoir les gens dans tel ou tel département. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a certains présidents américains ont fait plus de pression que d'autres pour être informés sur le sujet. Notamment Kennedy. Notamment Barack Obama a fait beaucoup de pression au début pour essayer de comprendre le sujet, et notamment Donald Trump. C'est ce que je sais. Après, il est évident que la famille Bush n'a pas besoin de faire pression sur les agences parce qu'elles ont une mainmise historique sur une partie de ces agences. Même s'il y a eu des guerres ouvertes avec des anciens directeurs de la CIA et tout. Mais bon, ça, on en parlera peut-être un peu plus tard, parce que c'est une guerre en fait. C'est une guerre entre agences, c'est très, très compliqué. Pour toi, Roswell, il s'est passé quoi? Alors, Roswell, à mon sens, il s'est passé effectivement quelque chose... Parce que plusieurs fois, ils ont changé de version. Tu sais que la toute première fois, le tout premier article fait mention d'une soucoupe volante. Tout à fait. C'est vraiment marqué noir sur blanc. Bien sûr, c'est noir sur blanc. Les journaux de l'époque, moi j'ai encore les coupures, c'est noir sur blanc. Jesse Marcel
fait ce communiqué de presse. Ça prend une ampleur pas possible. Et en 24 heures, le département de Washington, qui n'est pas encore la CIA ne sera créée que 3 années après, descend, donc tous les cols blancs descendent, et lui demande de changer sa déclaration. En disant non, dit que c'est un ballon sonde, ce qu'on appelle un ballon mogul, ballon sonde météorologique. Et ce qui pose la question légitime. Il faut se remettre le général Blanchard, Jesse Marcel, qui sont les personnes qui sont basées à Roswell. Il faut remettre dans le contexte. Roswell, c'est Trinity Site. C'est Alamogordo, White Sands, Roswell. Et au milieu, c'est ce qu'on appelle Trinity Site. C'est là où on va faire péter la bombe atomique. Et dans cet endroit-là, tu as les gens, les militaires, les plus experts du territoire américain. C'est des mecs extrêmement haut gradés qui s'occupent du projet bombe atomique. Ils ont des centaines d'hangars. C'est la pointe. La question légitime qu'on peut se poser, c'est comment ces mecs comme Jesse Marshall ou Blanchard ont pu se méprendre entre une soucoupe volante et un ballon météorologique. Ouais. C'est la première question légitime qu'on peut se poser quand on enquête sur le truc. Et on est obligé légitimement de se dire qu'on leur a effectivement forcé à changer leur témoignage. Parce que, je suis désolé, mais... En tout cas, c'est ce qu'il dit, Jesse Marcel, des décennies après. Bien sûr. Il dit que le matériau, c'était impossible de le tordre, extrêmement résistant. Extrêmement résistant. Et il y a un mec dans ton bouquin qui dit que, apparemment, Roswell, ça s'est très vite éteint. Genre, on en a pas reparlé pendant 20 ou 30 ans. 20 ou 30 ans. Et c'est quand Jesse Marcel a repris la parole que là, c'est devenu quelque chose et qu'il y a eu des livres qui sont sortis. Il y a eu, effectivement, 3 coups. Effectivement, Roswell est une affaire qui fait grand bruit au début. Même Joseph Staline envoie des gars du KGB sur place pour se renseigner, pour savoir ce qui se passe. Lui fera sa propre même analyse en disant qu'effectivement, pour lui, c'est un engin provenant d'ailleurs. Ouais. Donc c'est intéressant de savoir ce que les Russes à l'époque pensent. Mais après, tout s'éteint. En fait, il y a une chape de fer. Il faut se remettre dans le contexte. On est en plein milieu de Seconde Guerre mondiale. Et juste, attends, excuse-moi, il y avait aussi une rumeur sur Churchill. Un truc qu'il aurait dit. Ouais, Churchill aussi, effectivement. Après, voilà, Churchill prendra un peu plus de pincettes. On faut prendre des pincettes parce que ça, c'est une information... Comme là, on a pris avec le procès de Johnny Depp, c'est du hearsay. C'est ça, exactement. C'est un de ses descendants qui a dit que Churchill aurait dit que faudrait surtout pas révéler l'existence des extraterrestres aux Américains, sinon les religions s'écrouleraient, c'est un truc comme ça. Ouais, alors je fais une petite aparté. Moi, je pense que c'est une erreur profonde de croire que si demain il y a une révélation d'une entité intelligente provenant d'ailleurs, détruire la religion, je pense pas. Parce que si tu prends le problème à l'envers, quelle religion assez égoïste aurait pu créer uniquement la vie sur Terre quand on sait qu'aujourd'hui il y a 1000 milliards de planètes dans cet univers. Donc je renvoie aux croyants, aux extrêmes croyants, de méditer sur cette réflexion. Si on rattache ce truc, donc voilà, l'affaire Roswell se tasse, la guerre, la Seconde Guerre mondiale, ensevelit tout ça sous un énorme terreau. Il y a effectivement tous les Foo Fighters en Allemagne, toutes ces observations qui ont eu lieu dans le ciel européen. Mais tout ça est vraiment tu, et c'est des années plus tard, une fois que la guerre froide, on arrive au bout de la guerre froide, que des langues vont se délier. Parce que tout le monde a peur, en fait. Faut pas oublier que les Américains pendaient les communistes, et que les communistes envoyaient tout le monde au goulag. On était vraiment dans un monde très froid, très dur, où les extrêmes régnaient dans leurs pires actions, en fait. Et forcément, les journalistes, les militaires, le scientifique se sont tus. Ils se sont dit, on va laisser passer tout ça, et on verra. Et Jesse Marcel reprendra la parole, je sais plus en quelle année, mais c'est plutôt dans les années 70, si je dis pas de bêtises, où là, il y a un regain d'intérêt. Mais c'est encore pas grand-chose. Ce qui va faire, je pense, tout changer, c'est le livre de Corso. Alors que j'ai pas lu. Ouais, le livre de Corso, le jour après Roswell. Alors c'est à prendre avec des pincettes, encore une fois, parce que... Il est facilement trouvable, ce bouquin. Oui, c'est facilement trouvable. Il a été traduit en français. Ça a très bien marché. Et là, on revient effectivement sur l'affaire Roswell. Et là, il y a une éruption de témoignages. Alors, des témoignages totalement farfelus, mais des témoignages extrêmement précis, documentés, qui vont alimenter, effectivement, qu'il s'est passé plusieurs choses, en fait, dans la région de Roswell. Il n'y a pas que dans le champ de Marbrazell. On parle d'un deuxième crash. D'ailleurs, Tom DeLonge l'évoquera, on en parlera un peu plus tard, mais Tom DeLonge l'évoque dans son bouquin Secret volume 1, qui effectivement, il y a eu d'autres choses. Jacques Vallée aussi le mentionne très très bien dans son dernier ouvrage. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées, en fait, dans les quelques années suite à juillet 47. Donc, c'est une affaire fascinante, mais qui aujourd'hui, moi,
quand tu posais la question, est-ce que je crois qu'il y a eu quelque chose? Je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui a mis en alerte toute l'Amérique bureaucratique jusqu'à l'URSS. Ouais. Je suis désolé, c'est pas un ballon sonde. Et surtout qu'en plus, ils ont changé de version sur le ballon sonde. Au début, ils ont dit Bien sûr. ballon sonde Oui. ou ballon météo, après ballon mogul. Ballon Mogul, qui était une marque du truc. Soi-disant, ils un avaient... ballon aussi. Ils auraient utilisé des marionnettes, pas, comment on appelle ça, Des mannequins anthropomorphiques. Parce qu'en fait, qui n'existaient pas apparemment cette année-là. Exactement, c'est ce que j'ai découvert moi en faisant l'enquête, c'est que ça coïncide pas. Le premier mannequin anthropomorphique n'arrive que 1949. Et donc en 47, il y en a pas. C'est pas prêt, ça n'existe pas. Donc les mannequins anthropomorphiques, vous savez, c'est ces fameux dummies qu'il y a dans les crash tests auto. Et en fait, pour contrer le bouquin de Corso, en 94, 92, 94, le rapport de l'US Air Force sort un putain de bouquin, un pavé qui est indigeste possible, que je me suis tapé, qui est vraiment mais une horreur absolue à lire, où dedans, ils disent qu'en fait ce sont des mannequins anthropomorphiques pour répondre à la question des corps, parce qu'on n'a pas évoqué les corps. Ouais, mais il y a effectivement plusieurs corps dans le témoignage de Roswell de façon générale, il y a le crash et les corps, et pour tenter d'expliquer l'OVNI, on dit que c'est un ballon mogul, puis après un train de mogul, et puis les corps, on dit que c'est des dummies. Sauf que erreur fatale, pour moi, l'erreur fatale du rapport de l'US Air Force, c'est quand même pas n'importe qui, nous dit qu'en fait non, à ce moment-là, en 47, on faisait les premiers tests de dummies et machin et compagnie. Alors que, officiellement, le créateur des dummies, mais pour le marché américain, pour les militaires, seulement 49, ces fameux mannequins. Donc, on a un souci de timeline, on a un souci de temps, il y a quelque chose qui est pas clair. Et puis vu que l'US Air Force est rempli de secrets, on fantasme un peu tous dessus, bien évidemment, on est génération X-Files et compagnie, donc on fantasme, malheureusement c'est comme ça. Mais si on veut être vraiment factuel, c'est un organe militaire, c'est peut-être l'organe le plus puissant militairement. Ouais. C'est des gens très complexes, c'est une ramification très privée, pour plein de raisons qui peuvent être très sensées. C'est des militaires, parce que je comprends, il y a un secret défense sur plein de choses. Mais ils ont tenté comme ça, c'est un petit peu, moi je vois ça comme, tu vas sur Twitter, t'as un mec qui te traite de connard, et puis en fait il va prendre du temps à te répondre. Donc tu vois, je veux dire, il y a une tentative de justification à chaque fois. Parce que mais sur rétropédalage, ça me fait penser à un truc, c'est les Lumières de Phoenix en 97. Ouais. À l'époque, le gouverneur de l'Arizona, tu sais, il tient une conférence, et pour détourner un peu l'attention de ce qui s'est passé, il fait de l'humour en invitant un mec qui est déguisé en alien. Ouais, terrible. C'est en costume. Ouais. Sauf que, à peu près 20 ans après, il donne une interview en disant que il dit c'était certainement un vaisseau extraterrestre. Il dit vraiment ça texto, c'était certainement un vaisseau extraterrestre. J'ai jamais vu ça, on n'a jamais compris ce que c'était. Il a fait un rétropédalage ouais. Effectivement sur son attitude, mais ça c'est arrivé souvent dans l'histoire. Comme me disait Louis Elizondo, il me dit tu sais, Nico, le plus difficile, c'est le stigma social. Lui, il le vit. Ouais. Alors, à la place qu'il a au département de la défense. Il dit, t'as des mecs dans le département de la défense qui disent, ils travaillent sur quoi, à la TIP? C'est clairement pas, c'est pas un élévateur social de s'intéresser aux ovnis. And I suspect that, unless the Defense Department proves us otherwise, that it was probably some form of an alien spacecraft. So why didn't he say anything then? Partly, he says, because he didn't want people to panic. I think as a public figure, you have to be very careful about what you say, because people can have pretty emotional reactions, and I said my goal wasn't to try to stir the pot. And he went to humorous and controversial lengths not to stir the pot. He held a news conference after the Phoenix Lights to announce the mystery had been solved. And now I'll ask Officer Stein and his colleagues to escort the accused into the room so that we may all look upon the guilty party. Don't get him too close to me, please. In the alien costume, the governor's chief of staff. Now, this just goes to show that you guys are entirely too serious. UFO enthusiasts were not amused, especially since the governor was believed to have seen nothing. But now he's coming out. The lights were really brilliant, and it was just fascinating. I mean, it was enormous. It just felt otherworldly. You know, in your gut, you could just tell that it was otherworldly. Nous reprenons, je pense qu'en fait il y a la peur du ridicule, mais dans le cas justement du gouverneur Arizona de l'époque, là, par rapport aux Lumières de Phoenix, lui il dit qu'en tant que figure publique, tu peux pas faire peur au public comme ça. Non. Mais je trouve ça incroyable, c'est que le mec à l'époque, il tourne ça en dérision,
Et 20 ans après, quand il est plus au responsable, Ouais, il balance une autre version. ouais, il dit pour lui c'était un vaisseau extraterrestre. Et de toute façon, il y a des footages alors qui sont de moins en moins bonne qualité parce qu'à l'époque, tu sais, c'est des mecs qui avaient des caméras à Ouais. l'ancienne. Sauf que là, avec la compression YouTube, etc., les qualités sont catastrophiques. Mais on voit quand même. C'est un des observations les plus intéressantes. C'est complètement dingue. Ouais. Tu vois vraiment mais plein de lumière. Ça forme Tout clairement aligné. un grand vaisseau. Ouais. Et tous les témoignages de l'époque vont dans ce sens-là. Tout le monde a vu un immense vaisseau hyper silencieux passer au-dessus d'eux. Ça fait flipper tout le monde. Les lumières de Phoenix. Bref, du coup, on va revenir à Roswell. Et avant qu'on revienne justement en 47, en 95, je crois, tu sais, il y a eu la fameuse Alien Autopsy, la vidéo, où, d'ailleurs, c'était Jacques Pradel. Il a fait une émission où il présentait ce document, où on voyait une autopsie d'un alien. Ouais. Et pareil, la rétropédalage, parce que pendant quelques temps, les gens y ont cru. Mais Ray Santilli, le producteur du film, celui qui avait acheté ce film, dira qu'en fait c'était un canular. Tout à fait. Et puis après, ah oui, il y a un mec aussi, je sais plus comment il s'appelle, le gars qui aurait fait apparemment les effets spéciaux sur cette vidéo. Oui. Sauf que Ray Santilli, après, il a fait un autre rétropédalage en disant, mais il y a deux versions du film. Et en fait, la version que vous avez vue, c'est une recréation de la vraie pellicule, du vrai film que j'ai, qui montrerait vraiment l'autopsie de cet alien. Et en plus de ça, après, t'as le bouquin d'une infirmière qui s'appelle The Alien Interview. Elle dit qu'elle aurait interviewé l'alien qui a survécu en 1947. Est-ce que tu as lu ce bouquin? Quel est ton avis là-dessus, sur cette infirmière? C'est ça toute la difficulté. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les agences américaines, notamment la CIA, sont les championnes de la désinformation. Oui, c'est ça aussi, ça on va en parler aussi. Elles vont te donner un sandwich d'informations, 1000 feuilles, et en fait elles vont glisser une vérité et 1000 faussetés. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire que dans le sujet OVNI, on est au cœur d'une désinformation massive, qui aujourd'hui s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus transparent, mais jusqu'à 2017, c'était un globi-boulga intellectuel. Ouais. Et le problème, c'est qu'effectivement, l'affaire Santilli, elle est extrêmement représentative. Moi, j'ai toujours un questionnement sur comment, surtout cette affaire a pris une telle proportion. Ouais. Et à quel moment les agences américaines ont joué pour que justement il y ait une telle visualisation de cette interview, pour faire croire, d'abord, dans un premier temps, au public la véracité de ce qu'ils voyaient, leur montrer à quel point vous êtes crédule dès qu'on vous montre quelque chose, ouais. Pour faire un rétro-pédalage derrière, pour leur dire non, voilà, là on vous démontre officiellement que c'est totalement bullshit. Ouais. Et donc du coup les gens vont avoir ce sentiment de plus savoir sur quel pied danser. Et on le voit encore, regarde aujourd'hui ce qui s'est passé avec le Covid. Ouais. Toute cette histoire du Covid est une très belle représentation de tout ça. Pour le but, c'est de désintéresser les gens. Le but final, c'est de les désintéresser pour qu'ils ne puissent plus être capables de faire la part du factuel et du faux. C'est ça. C'est vrai que je voulais ouvrir la vidéo là-dessus, mais finalement tout ce phénomène OVNI et toute la désinformation qui s'en est suivie, et d'ailleurs tu le dis dans le bouquin, et moi je suis pareil, il y a plusieurs moments où moi je me suis complètement désintéressé, où j'y croyais plus. Ouais. Après il y a un autre truc qui retombe, donc j'y recrois plus. On est en questionnement permanent. Et finalement, ce qu'on a vécu pendant ces 2 années de Covid, je pourrais pas évidemment sur YouTube aller dans le fond de ce que je pense. J'ai juste bien un truc, Justin Bieber. J'en dirai pas plus. Justin Bieber, allez voir ce qui lui est arrivé. J'ai un certain avis sur la question, mais en fait, il y a eu tellement de mensonges, de désinformation, de nos politiques, et même de certains scientifiques, qui font ensuite aussi des rétropédalages, en fait, qui changent 10 000 fois de version. Oui. Après, à la fin de ton cerveau, il pète un câble, tu sais plus à quoi t'en tenir. Tu sais plus où est la vérité, tu sais plus. En fait, tu déconnectes. Tu déconnectes tellement. Il y a cette volonté que la majorité du peuple devienne des non-votants. Regardez ce qui se passe aux législatives. Ouais. Plus de 50% de la population en âge de voter n'a pas voté. Ouais. C'est tout l'objectif d'un gouvernement, c'est d'instaurer une majorité qui se désintéresse des sujets. Là, on parle de Bieber, on parle du Covid, alors c'est à caution, les gens ont chacun son opinion, on voit bien les proportions que ça a pris. Mais parlons d'un truc ultra factuel. Les armes de destruction massive, pendant
qui ont suivi après l'histoire du 11 septembre. Ouais. Ces fameuses armes de destruction massive, on nous les a vendues. Ouais. Les gros pontes américains, tu te souviens, George Bush qui dit on va leur faire payer, on a découvert les armes de destruction massive. On sait aujourd'hui que tout ça était une mise en scène énorme pour justifier une intervention américaine au Moyen-Orient et aller saccager les déserts et les gens qui habitaient là-bas. Bien sûr. Donc, faut toujours prendre un peu de recul et se dire, ok, qu'est-ce qui est factuel? Et avant que j'écrive ce bouquin, j'étais un peu comme tu disais, je savais plus croire quoi, je savais plus, tellement c'était devenu insupportable. Et cette affaire de To The Star Academy m'a permis de faire une rétrospective et de me tenir au factuel. C'est ce qui m'a permis en fait de tenir. Ouais. Qu'est-ce qui est factuel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? J'ai le droit philosophiquement de parler sans limite du sujet, tu vois, on le fait sur certains trucs, mais par contre il faut que j'ai un socle. C'est quoi mon socle? Bien sûr. Mais c'est ça qui est bien, parce que vraiment, je pense dans le cadre d'un livre, où là vraiment ça reste noir sur blanc, il faut que ça reste vraiment le plus factuel, le plus sérieux possible, c'est ce que tu as fait. Là j'ai envie qu'on aille un peu plus, tu vois, dans les moments de doute, notamment avec Roswell. Donc on y revient. Voilà. Est-ce que tu connais ce bouquin de cette infirmière? Oui, je connais le bouquin de cette infirmière. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses du coup que c'est que de la désinformation, c'est que des conneries? Parce qu'en gros, pour résumer, donc elle prétend qu'elle aurait interviewé un alien, qu'elle lui aurait appris l'anglais. En fait, on lui aurait donné des bouquins à cet extraterrestre. Apparemment, pour vous expliquer ce qu'elle dit, l'extraterrestre, donc c'est vraiment la représentation classique avec des grands yeux tout petits, pas d'organes génitaux, pas d'organes tout court, et en fait apparemment même son corps serait une espèce de machine et qui, en fait, il y aurait une âme dans cette machine, tu vois, et ça serait une âme extraterrestre qui serait plutôt féminine selon cette infirmière. Et bref, elle aurait communiqué essentiellement par télépathie, cette alien. Et donc elle lui aura appris plein de choses sur l'histoire de notre monde, ce qui s'est passé, comment on est arrivé là et tout. C'est tellement énorme, tu vois, c'est tellement... Quand t'écoutes ce témoignage ou quand tu le lis, tu te dis c'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop. Moi, je vais te répondre à ta question. Pour moi, ça fait partie du lore. Ouais, du lore du sujet. Je peux pas dire je suis d'accord, j'y crois ou j'y crois pas, parce que je n'ai rien de tangible pour l'affirmer. Dans les deux sens. Ouais. Par contre, ça fait partie du lore. C'est comme quand tu prends, par exemple, tout un ensemble de sujets sur les enlèvements. Quand tu pars sur les reptiliens. Quand tu pars, par exemple, je me souviens jamais de cet auteur là qui a écrit 2 bouquins qui sont assez fous sur l'élite mondialiste, reptilienne et compagnie. J'adore lire ces bouquins, parce que je les lu par curiosité, mais je ne les cite jamais à aucun moment, tous ces bouquins. Pour moi, ils font partie du lore dans la deuxième partie, c'est-à-dire la deuxième partie qui est la partie philosophique. On peut philosophiquement parler de tout, réfléchir de tout, et cette interview peut rentrer là-dedans, carrément, complètement. Mais dans la première partie, qui doit être factuelle, c'est ce que je reproche souvent à certains, c'est vous partez tout de suite dans la partie philosophique, parce qu'en fait, elle est sexy. Cette partie, elle est incroyable. Les gens, ils veulent qu'on leur parle d'aliens. Bien sûr, ils veulent qu'on les sorte de leur quotidien. Et je le comprends. Mais moi, en tant que chercheur, je suis obligé d'être attaché à mon factuel, parce que j'ai des gens, alors pas vous, parce que vous êtes chez DG, et puis la chaîne est incroyable, puis vous êtes des gens bien, mais t'as des gens, c'est des cons. Et donc du coup, tu as des gens qui vont attendre le moins de fautes pas de ma part pour venir me massacrer. Ouais, ils vont se servir en fait d'une déclaration que tu aurais pu faire. Tu vois, ils vont dire, ah oui, mais c'est un lunatique. Donc je reste sur le factuel. Par contre, philosophiquement, cette interview, elle est incroyable. Moi, j'aime beaucoup effectivement cet échange quand elle mentionne que, en fait, leur enveloppe serait une certaine forme d'exosquelette organique dans lequel une âme est renfermée. Et on peut aller un peu plus loin. Les Égyptiens préservaient les corps en espérant, parce que l'âme partait à travers l'univers, et préservaient le corps en espérant que l'âme puisse retrouver en fait son corps. Donc, je dis ça parce que les Égyptiens avaient cette conscience que on pouvait vivre peut-être ailleurs. Ça se trouve, ce que je disais au tout début en préambule, qu'en fait ces vaisseaux, ces extraterrestres, c'est nous, dans un futur très très éloigné. Ça, c'est une des théories, bien sûr. Elle revient souvent, d'ailleurs. Eluisando lui-même, on a fait une réflexion, je sais plus dans quel colloque, on a fait cette réflexion aussi. C'est pas forcément une civilisation venue d'ailleurs. Parce qu'il y a un truc qui est très étrange avec ces ovnis, certaines observations, en fait, ça serait des vaisseaux qui sortent de l'eau, des océans. Oui, certains. Qui viennent pas forcément de l'espace, du coup. Ils auraient soit une base sous les océans, sous terre. Donc il y a des gens qui spéculent que ça serait une civilisation antérieure à la nôtre qui vivrait sous terre.
qu'elle viendrait pas d'ailleurs, qu'elle a toujours été là. Luis Elizondo, des fois, il a fait des allusions comme quoi ça serait peut-être, et d'ailleurs t'en parles un peu dans le bouquin, peut-être un phénomène interdimensionnel. Alors ça, c'est un peu compliqué à appréhender pour les gens. Comment t'expliquerais ce phénomène interdimensionnel? Dimension parallèle, qu'est-ce que ça veut dire? On peut faire assez simple. Tout le monde connaît Marvel, tout le monde connaît Interstellar. On va prendre le cas d'Interstellar. Christopher Nolan s'est entouré de certains scientifiques pour définir la partie scientifique de son film. On y croit, on n'y croit pas, c'est un débat encore plus large, mais scientifiquement, c'est une projection de à quoi pourraient ressembler les croisements de l'univers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps n'est pas une donnée absolue. Albert Einstein le dit lui-même, le temps ne défile pas à la même vitesse à l'autre confin de la galaxie. Ouais. Et même pas besoin d'aller aussi loin. Donc, il faut bien comprendre que le temps n'est pas une simple ligne, en fait. C'est un peu comme un oscilloscope, ça sera plutôt quelque chose de cette façon-là. Est-ce que il est envisageable de concevoir qu'à chaque action que l'on fait au quotidien, des lignes dans ce temps se créent? C'est-à-dire que toi, par exemple, là, tu vois, on va finir cette vidéo, après on va descendre, on prend la bagnole. Ouais. Dans un autre moment, ben là, en fait, tu prends pas la bagnole, on va manger ensemble en bas. Et en fait, toutes ces créations, tous ces chemins se créent dans notre univers. Alors ça peut paraître très compliqué pour les gens, mais n'oubliez pas qu'on pensait que la Terre était plate, puis après elle a été ronde, puis après elle a tourné, puis après, tu vois ce que je veux dire, après l'univers est en extension. On découvrira bientôt, en tout cas d'après ce que les scientifiques nous expliquent, qu'il y a un énorme millefeuille de notre réalité, des centaines de réalités alternatives qu'on est incapable de percevoir, d'appréhender. On est incapable d'apercevoir. Sauf peut-être dans certains cas qui pourraient peut-être expliquer, par exemple, ce qu'on appelle les PVE, dans la question des fantômes. Ce qui pourrait expliquer effectivement, des fois, des gens qui disent, bah voilà, j'ai entendu quelque chose, est-ce qu'il y a un fantôme chez moi? Pas forcément. C'est peut-être une résonance d'un monde alternatif. Ouais. Donc ça, c'est des choses qui sont envisageables, et il y a des scientifiques qui travaillent dessus, qui en pensent. Donc, pour le cas des ovnis, c'est peut-être que ces entités proviennent d'autres lignes de temps et influencent avec la nôtre. Ce qui pourrait expliquer peut-être des fois le côté si furtif de leurs apparitions. Bien évidemment, ce ne sont que des théories. Mais les scientifiques se posent ces questions-là depuis longtemps, notamment le docteur Alputov, que j'interviewe dans le bouquin, qui est un ancien de la CIA, d'autres personnes comme Jacques Vallée, comme Jean-Pierre Petit avec le projet Janus. Alors là, je vais pas insulter Jean-Pierre Petit, hein, bien évidemment. Sa théorie Janus, elle est bien plus complète que moi, la petite description que je vous fais, pour que elle soit à la portée de n'importe qui, tu vois. Ouais. C'est vrai que Jean-Pierre Petit, c'est pas toujours à la portée de n'importe qui. Jean-Pierre, c'est quand même complexe. Mais tu vois, parce que il y a un truc aussi que t'évoques dans le bouquin, je sais plus si c'est toi qui le dis, Luis Elizondo. Finalement, on a des yeux, c'est un peu comme là cette caméra. Oui. On capte certaines choses, on capte un certain spectre de la réalité, mais on capte pas tout. Tout à fait. Tu vois, on n'a pas une vision infrarouge. Exactement. Il y a certainement plein de choses autour de nous qu'on ne voit pas. Oui. Il y a des microbes, par exemple, on est incapable de les voir, tu vois. Oui. On sait qu'ils sont là, mais on peut pas les voir Oui. avec nos yeux. Donc il y a certainement tout un pan de la réalité qu'on ignore, qui nous échappe complètement. Là, et il y a un autre truc, c'est que, et là du coup, il faut que je parle de ce qu'on a pu filmer de ces ovnis, etc. Mm-hmm. Dans certaines instances, t'as comme une espèce de, comment dire, c'est lumineux autour. Oui. Tu vois, parfois il y a un aspect flou. Oui. Ça pour toi, qu'est-ce que ça veut dire de ce phénomène, de ces objets? Alors, quelqu'un qui en parle très bien, c'est Jean-Pierre Petit. C'est effectivement cette zone chaude-froide qui est autour, ça peut s'apparenter à... Est-ce que c'est un espèce de champ antigravitationnel? C'est possible, champ antigravitationnel. Effectivement, est-ce qu'il y a ce principe d'antifrottement lié à la magnéto-hydrodynamique, la fameuse MHD que Jean-Pierre Petit dépeint? Il y a quelque chose qui sort du truc. D'ailleurs, Dr Alputov parle du fameux Blue Shift dans le bouquin, parce qu'ils ont récupéré ce qu'ils appellent des métamatériaux, qui sont des matériaux à tendance exogène. On ne sait pas exactement, en tout cas officiellement, on ne sait pas trop d'où ils proviennent, même si on a quelques pistes de réflexion. Eric Davis, lui, il va jusqu'à dire, et il a fait ses déclarations, je sais plus, il y a quelques années, je me demande si c'était pas en 2017, il avait dit qu'on avait bien, que le gouvernement américain avait en sa possession des vaisseaux off-world vehicles, donc des vaisseaux qui viennent pas de ce monde. Ouais. Eric Davis, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, Eric Davis, c'est le bras droit du docteur Alputov. Ils ont aujourd'hui une société qui est mandatée par le gouvernement, et notamment la ATIP,
l'ATIP, c'est le programme que gérait le département de la Défense, par Elizondo, et cette société s'appelle Earthtech. Et Earthtech a eu officiellement 3 grands commandements. Le premier commandement, c'était de faire un point mondial sur où on en était technologiquement. C'était déjà d'écarter si ces observations d'objets pouvaient provenir des Russes, des Chinois. Donc ils ont mené une longue enquête, je crois qu'il y a monté 6 ou 7 ans d'enquête, où ils ont sillonné secrètement, en fait, le but c'était de faire un audit de où on en est nous technologiquement. Est-ce qu'on peut envisager reproduire ça? Alors comme le dit Elizondo, on peut reproduire ça, mais de façon séparée. Ouais. On peut pas tout faire en même temps. Ouais. Et là, en fait, il y a effectivement l'antigravitationnel, il y a les grandes vitesses d'accélération qui sont juste pharaoniques, et tous ces points-là, on peut pas les faire tous ensemble. C'est surtout quand bien même on pourrait, est-ce que le corps humain le supporterait? C'est ça la vraie question. La question, elle est, à l'heure actuelle, non. Tu vois, elle est non. C'est toute la complexité de mettre des gens. Après, avec la technologie MHD, on a une autre perception, c'est un anti-frottement, donc en fait, il n'y a plus de gravité dans les carlingues, qui nous amène ailleurs, qui nous amène dans une autre réflexion. Je m'arrêterai là. Jean-Pierre Petit, c'est son métier. Je conseille d'aller lire un peu Jean-Pierre, ou d'aller l'écouter, il fait des vidéos qui sont très intéressantes, si vous voulez approfondir le truc. Mais aujourd'hui, les gens qui sont dans le truc, t'es secoué au truc, t'es retourné, tu peux pas, tu vois, ça va beaucoup trop vite. Notre corps ne peut pas subir ce type de changement. Donc, on voit bien des pilotes américains expérimentés essayer de tenter de suivre ces objets, et puis être largués. Alors oui, j'en vois toujours ce pic à Astronogeek, avec ses vidéos de merde, avec la fameuse mouche qui tu vois, il me racontait qu'en fait c'est une mouche qui est dans le truc. Je dis, mais vous avez pris les pilotes expérimentés pour des cons. Non mais c'est comme Nick West, tu vois, ces mecs, ils ont aucune qualification, mais tu sais, ils débunkent, ils disent non mais alors ça, là, c'est des conneries. En fait, ce qu'il faut comprendre, et ça aussi t'en parles dans le bouquin, alors je vais pas dire tout ce que tu dis dans le bouquin, mais ça m'a interpellé. Louise Elizondo, tu lui poses la question à un moment donné, parce que nous, la qualité des vidéos qu'on a vues, elle est quand même assez pourrie. Ouais. La plupart des gens me disent, tu vois, comme à chaque fois, en fait, on voit rien, mais il existerait, même s'il le dit pas directement. Ah ben, ça je peux le dire. Alors vas-y. Ça je peux te le dire, ça, je alors l'ai pas dit, mais ça je pourrais te le dire. Tu vois, je te le garde. Ah, tu me le dis pour la vidéo ou... Je te le dis je vous le dis pour toi. Je te le dis alors, pour la vidéo aussi, bien évidemment. Vas-y. Alors, juste avant de rentrer là-dedans, ces vidéos de mauvaise qualité, elles ont quand même quelque chose que les gens ne comprennent pas. Du pourquoi c'est gris, machin. C'est des vidéos d'infrarouge et de composition thermique. Ouais. Donc ça c'est quelque chose de très important. Les gens disent ouais c'est un truc moche, on voit rien et tout. Et pour les observateurs, les scientifiques et les militaires qui vont observer ces vidéos, ils ont un spectre qui leur permet de plus ou moins définir la composition de ces observations. Donc effectivement, on n'est pas dans du 4K, tu vois, regarde les beaux cheveux de DG, c'est clair que là tu vois, c'est pas beau. Mais par contre, tu as la composition organique, physiologique de ces objets, de ces observations. Ça c'est ultra intéressant. On n'a pas encore ces infos. Hein. Ouais. Ils n'ont pas été révélés, ça devrait pas tarder. Ok. Donc pour rebondir sur ce truc-là, parce que je sens que tu trépignes d'impatience, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu que 3 vidéos révélées. Il y en a une 4e là qui est aussi révélée, mais elle a fait un peu moins d'impact. Assez courte, pas très bonne qualité. Pas très bonne qualité. Elizondo est actuellement, depuis presque 2 ans, tous les jours, dans certains bureaux du ministère, de la CIA, du département de la Défense, avec son avocat, qui est pas n'importe quel avocat, Monsieur Sheehan, qui est l'avocat entre autres, je crois que c'était les Washington Papers, de mémoire. C'est un mec qui est vraiment dans le milieu. Et très 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 influent. Ils sont en train de se battre avec les agences pour révéler des vidéos avec un contenu totalement différent. Ah. Et dedans, donc ce sont des vidéos modernes, en pleine journée, en couleur, en haute définition. Très bien. J'en connais une seule. Je n'ai pas vu, hein, évidemment. Tu connais juste l'existence de la vidéo. Je sais qu'il y a une vidéo qui voit émerger un de ces objets qui sort de l'eau. Ok. Et cette vidéo a été prise, après les informations qu'on a, par la NASA. Dans quelques circonstances, je n'en sais rien. Lors d'une mission ou pas, je n'en sais rien. Mais il y a une 15aine de vidéos sur lesquelles ils souhaiteraient qu'en 2023,
elles puissent être révélées lors du suivi d'audit qu'il y a au Congrès, donc il y a en ce moment. Tu vois, Ouais, 15 mois. Alors là, ça s'est arrêté, mais ça reprendra peut-être. Oui, ils ont d'ailleurs évoqué le fameux Wilson Memo. Exactement. Un rapport. À chaque fois, on pourrait faire 3 heures là-dessus. Donc, ça arrive. C'est fastidieux parce que il y a 2 choses qu'il faut savoir. C'est qu'il y a une volonté de certaines agences de déclassifier. Parce qu'en fait, les gens qui ont gardé ce secret longtemps sont soit décédés, soit partis à la retraite. Et il y a une nouvelle génération qui est beaucoup plus prompte à accepter que le débat public puisse être posé. Et ça, c'est ça qui change. Et du coup, même dans les vidéos qu'on a vues, apparemment, elles existent dans une version plus longue et en HD. Vraiment, en très bonne qualité. Là, ils sont cutés parce qu'il y a des informations qui peuvent être prises par des forces étrangères. C'est ça. Qui, vu que ce sont des missions, soit tests, des missions d'essai, soit des vraies missions, bien évidemment, il y a des informations très sensibles sur les sites militaires, sur les manœuvres, que bien évidemment les Américains ne veulent pas donner aux Russes ou aux Chinois. Et c'est pour ça, alors du coup, je suis désolé parce que peut-être que c'est pas clair pour tout le monde. Là, je pense que c'est vraiment une vidéo pour les connaisseurs. Je vous recommande vraiment de lire le bouquin de Nicolas Augusto pour tout comprendre ce qu'on est en train de raconter. Parce que là, en gros, on parle des vidéos de 2004 à peu près, qui ont été déclassifiées déclassifiées. Rendu public En 2017 et confirmé réel en 2020. Voilà. Avril 2020 par le Pentagone lui-même, parce qu'en fait ils ont été pressés. Elizondo coupe un peu l'herbe sous le pied à tout le monde, fait grâce aux appuis politiques qu'il a avec Chris Mellon le nécessaire pour que ces vidéos soient officialisées. Mais le Pentagone va lui faire avoir 3 ans, parce qu'ils se mordent les doigts, ils se sont dit putain, maintenant c'est public, comment on fait, machin. Mais c'est surtout qu'en plus, il y a des gens qui ont pris la parole, et là, du coup, il faut absolument écouter le témoignage de David Fravor. Ouais, alors, il est fabuleux. De la nénette aussi, qui est parce que pour comprendre, comme tu dis, en fait, vu qu'on voit des images, mais on sait pas ce qui se passe. En fait, il faut vraiment écouter, du coup, le témoignage de David Fravor qui explique dans quelles conditions. Toujours, je veux dire, toujours écouter les gens dont c'est quand même leur spécification. Vérifier le background, vérifier ce qu'ils ont fait et compagnie. Quand vous avez quelqu'un comme Monsieur Fravor, dont c'est son métier, qui vous explique la vidéo. Écoutez Fravor, écoutez pas Astrono Geek. Bien évidemment. Tu vois ce que je veux dire? Bien évidemment. Après, les gens dont c'est vraiment, en tout cas en premier lieu. Après, ça ne t'empêche pas d'aller écouter Astrono Geek ou d'autres. Non. Mais en premier lieu, allez écouter le matériau de base. C'est plus important. Totalement d'accord. Après, on reviendra sur une désinformation potentielle. Mais tu vois, David Fravor, je pense que c'est pour ça qu'ils ont été un peu baisés. Il a commencé à donner des interviews après 2017 et je pense que c'est pour ça qu'ils ont été obligés de officialiser ces vidéos en 2020. Il a joué très intelligemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des milliers de témoignages d'OVNI chez les militaires américains. Je parle pas du monde entier parce que forcément il y en a beaucoup plus. Mais les Américains effectivement ont eu tendance à le rendre... on en parle beaucoup. Tu vois, c'est un sujet qui est pas tabou. Et en fait, beaucoup de ces militaires n'avaient pas la possibilité de faire des rapports quand ils faisaient des opérations. Soit quand ils étaient dans une base à radar, où là, il y avait sur les éco-radars, effectivement, les objets qui étaient corroborés par les pilotes en même temps, et personne ne pouvait faire de rapport. Donc si tu faisais un rapport, t'étais mis à la porte, ou t'étais relayé dans une autre section. Et c'est ça le problème. Fravor a décidé de faire une pression énorme pour que les groupes militaires entrent et acceptent que leurs propres soldats puissent faire des rapports afin d'étudier officiellement le sujet. Et ça, c'est tout le game changer depuis cette année. Ouais, parce que, pareil, dans le livre, en fait, t'as des anecdotes, parce que on va aussi revenir sur le côté international du phénomène, parce que souvent, les gens disent, mais pourquoi c'est qu'aux États-Unis? Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas dans le livre. Il y a notamment un exemple d'une compagnie aérienne japonaise. Et justement, alors je vais pas raconter toute l'histoire, vraiment, achetez le livre les mecs. Le pilote en question aurait vu un ovni de la taille d'un porte-avions. Il a parlé et il a été mis au banc. Et ça, c'était dans les années 70 ou 80. Il a perdu sa carrière, il a fait autre chose, ça a été un cas d'école. Ça a envoyé un message à tous les pilotes de ligne. Les gars, si vous voyez un truc dans le ciel, peu importe la taille, vous avez rien vu. Donc, on est dans une rétention volontaire d'informations pour plein de raisons. Pas faire peur au public, ou parce que c'est secret défense, ou parce que on sait pas trop comment ça marche. Il y a un peu tous les cas de figure en fait là-dedans. Et malheureusement, ça fait pas avancer les choses. Ce qui est bien, c'est que depuis 2017, depuis ces révélations, il y a une prise de conscience aux États-Unis, c'est acté. Le Japon a plus ou moins suivi dans la même direction. L'Angleterre, il tâtonne encore un petit peu, mais des pays sont en train de dire ok, bon, pas tout le monde est fou,
hein, parce qu'il y a des fous, hein, mais pas tout le monde est fou. Pas tout le monde décide de raconter un canular. Il y a des choses qui sont intéressantes et il y a des observations qui sont vérifiées par des éco-radars. Ça, c'est intéressant. C'est quand tu as des témoins, comme toi, moi, par exemple, demain soir, on regarde un truc dans le ciel, et qu'on va faire notre rapport, on envoie ça, on va voir la gendarmerie, parce que la gendarmerie française est habilitée à récupérer à faire un procès verbal, et puis que 3 mois plus tard, tu apprends que le GEPAN a réussi à corroborer sur les éco-radars, soit des aéroports les plus proches, au même moment, nos observations. Alors, le GEPAN, on va pas s'emballer, c'est un truc d'État, ils n'ont pas beaucoup de budget, ils font pas grand-chose. On les a d'ailleurs pas entendus sur cette affaire, je vais pas leur envoyer un scud, mais pas loin. En France, le phénomène, j'ai l'impression qu'il est un peu plus pris à la légère. Il y a beaucoup d'humour en fait autour du phénomène OVNI. Ouais. Les rares émissions qu'il y a à la télé, la plupart du temps, c'est pour se foutre de la gueule des invités. Bon, on essaie d'inviter des spécialistes, mais on se fout gentiment de leur gueule. Mais notamment, je sais plus, il y a pas si longtemps, c'était Jean-Claude Bourré qui était invité, je crois, chez Hanouna. Et le sujet était quand même pris largement par-dessus la jambe. Ouais. Mais même si, je me souviens de cette émission, dans les chroniqueurs, il y avait de plus en plus de gens, pourquoi pas, qui commençaient à... C'était pas le cas il y a 10 ans. Je me souviens, et pourtant il y a une partie des chroniqueurs que je peux pas blairer, mais je les écoutais, je dis, ah, tiens, c'est... Ok, et c'est là que d'ailleurs j'ai vu effectivement Christine Kelly, journaliste, elle dit non, moi ça m'intéresse, c'est un sujet sérieux, ça me fascine, machin et tout. J'entendais l'autre, abruti avec les cheveux longs, là, grisonnant, là, tu vois que j'aime pas trop, mais qui dit non, c'est un sujet sérieux, c'est intéressant, faut se poser des questions et tout. Puis après t'en as d'autres comme Castaldi qui peuvent pas s'empêcher, tu vois, de déborder, toujours, de déborder. C'est comme une fois Nelson Montfort, il avait dit qu'il avait observé un ovni qui avait décollé, je crois qu'il était à la montagne, et tout le monde s'est foutu de sa gueule. Bien sûr. Gérard Darmon a fait une observation assez récemment. Ok. Pas assez récemment, il en a parlé récemment, mais pareil, le chroniqueur se sent obligé par incompétence de tourner ça un peu à la dérision. Et c'est ce que je te disais, c'est que tu as des journalistes en France qui adorent le sujet, qui ne le connaissent pas assez, et donc du coup leur responsable éditorial leur dit tourner le truc à la dérision parce que ça fera de l'audimat. Forcément. Mais c'est pas parce que c'est à la dérision que ça fait de l'audimat, c'est le sujet qui fait de l'audimat. Moi, quand j'étais avec Canal, on a fait des émissions sur les fantômes, des documentaires. On n'a jamais pris le sujet à la dérision et ça nous a pas empêché de faire des grosses audiences. Ouais, bien sûr. Donc, et je pense que ça passionne beaucoup de gens. Mais d'ailleurs, en France, il y a beaucoup d'observations. Et il y a notamment un excellent documentaire, t'en parles aussi dans le bouquin, c'est OVNI, une affaire d'État. Ouais, de Dominique. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu penses des observations qui ont lieu en France? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué? Un événement En France, oui, alors t'as plein de cas en France, t'as des cas intéressants. Je prends toujours à ce cas de Valençol parce que je le trouve très humain. C'est un cas que je trouve touchant parce que ça a vraiment bousillé la vie de Maurice Mas. Mais oui, il y a certains cas qui sont intéressants. Ce qu'il faut comprendre en France, ce qui est difficile, c'est que il y a peu de communication. Ouais, donc on a des observations, mais on n'a pas vraiment de cas. Tu vois la différence. Ouais. Valençol, c'est un cas. Les gendarmes, les journalistes, tout le monde est venu. Donc il y a un cas. C'est là où ils ont vu la radioactivité? Ouais. Il y a ces empreintes au sol qui sont restées un moment, qui ont bousillé le champ de Maurice. Ça, c'est un vrai cas. C'est une vraie enquête. En France, aujourd'hui, on a beaucoup d'observations. Moi, je reçois souvent des emails, on a vu telle observation. Aujourd'hui, je prends plus de mon temps pour faire ça, parce qu'en fait, on a tellement d'observations que dans 90% des cas, tu les expliques très facilement. Ouais. Mais puis pareil, il n'y a pas la communication qu'on a aux États-Unis avec des pilotes qui viennent prendre la parole, je sais pas, au journal de 20h. Personne. On n'a pas le journaliste aux États-Unis, ils ont le mec de Fox News qui est fasciné par le sujet. Maintenant, c'était pas le cas il y a quelques années encore. Ouais, parce que les langues commencent à se délier un peu. C'est ça. Ouais. Et il a fait venir effectivement Frayeur, il a fait venir la pilote, la monapilote là, qui est super sympa, qui est venue, il a fait venir Lou Elizondo, il a fait venir Chris Mellon. Et ça, c'est ce qui fait que d'un seul coup, des cas émergent. Ouais. Parce qu'en France, il y a des cas. Il y a des cas, il y a plusieurs cas à Albion, cas à Marseille, cas à Paris, je connais 2-3 cas aussi dans la campagne du Sud-Ouest, des cas intéressants, des trucs que je peux pas trop parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui souhaitent que ça reste totalement anonyme. Ouais.
Et c'est ça le problème de la France, c'est que tout le monde veut que ça reste anonyme. À chaque fois, moi, quand j'ai un mec, je te raconte une histoire où il y a quelques années, on est appelé parce que un camion italien fait une observation en Haute-Savoie de l'autre côté du tunnel de Cham. Et le lendemain, on a les 2 gendarmes à la retraite qui font une observation depuis leur chalet. Et on trouve un automobiliste qui fait la même observation à 3 points différents. Donc là, t'as un cas. Ouais. T'as 3 personnes qui ne se connaissent pas, qui sont à différents kilomètres, vont observer dans 10 minutes d'intervalle la même chose. Là, t'as un cas. Ouais. T'as un cas intéressant, c'est vraiment intéressant. Mais ça, en France, les gens ont pas ils ont peur d'être ridiculisés, ils ont peur d'être emmerdés après. Même après, c'est toujours compliqué parce que alors, moi, j'ai fait une observation en 2018. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était dans le sud-ouest, justement. Une très belle nuit. Et là, j'ai vu un point, mais très lumineux. C'était pas un avion, parce que j'ai vu d'autres avions passer dans le ciel ce soir-là. T'as pu comparer Tu pouvais comparer. Tu sais, t'as des petites lumières qui clignotent. ouais, sur les Là, ailes. c'était une boule blanche qui allait au début assez lentement, puis après hyper vite. Et c'était pas une étoile filante non plus. Et je ne sais pas ce que c'était. Et le problème, quand bien même, parce que en fait, ça arrivait tellement vite. Tu sais, j'étais avec mon frère et ma mère. On regardait ça, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est allé tellement vite, j'ai même pas eu le réflexe de sortir mon portable. Et quand bien même je l'aurais sorti, qu'est-ce que j'aurais eu sur mon téléphone? Ouais. J'aurais eu une espèce de boule à la con. D'ailleurs, tu vois, je vais Ouais. très souvent sur le Reddit Aliens et UFO. Ouais. Tous les jours, tous les soirs, en fait, je fais le point. Je regarde, bien souvent, il y a des vidéos. Mais les vidéos, c'est quoi? C'est des gens qui prennent leur téléphone portable. Ouais. Tu vois un point dans le ciel. Alors récemment, tu vois, j'ai vu un point qui se balade comme ça, tu vois, qui fait des manœuvres impossibles. Alors des fois, t'as des gens qui disent oui, mais là, c'est certainement un ballon météo, un ballon de je sais pas quoi, ou bah, ça peut être presque n'importe quoi. Parce que la qualité d'image est trop floue. Et en fait, parce qu'on nous dit, alors ça, c'est l'argument de Neil deGrasse Tyson, que j'aime beaucoup, hein, au demeurant. Il est intéressant, mais bon. Alors lui, il y croit pas du tout. Mais non, oui, parce qu'en fait, il te dit comment ça se fait qu'autant de téléphones portables que personne n'arrive à prendre une image nette. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas des zooms de fou sur nos téléphones portables, que la définition, en fait, plus tu zoomes, en plus, c'est le problème de la stabilité. Non, mais T'as pas un stab intégré. il adore sortir cet argument comme une grande partie de la zététique. Oui. Parce que c'est un argument matérialiste. Et comme on l'évoquait au début, si le sujet, ces objets, on retire le mot objet, mais qui sont plutôt un phénomène, la difficulté de filmer ce phénomène est peut-être plus complexe pour notre matériel. Déjà, quand tu vois que des experts à bord d'avion avec des caméras infrarouges et tout, quand tu vois que même là, t'as un espèce de glow, tu vois, une espèce de luminance, je sais pas ce que c'est, imagine avec un téléphone portable. Donc c'est pour ça que bien souvent, oui, la qualité est pourrie, on prend ça, on voit un truc dans le ciel, c'est pas stable, c'est pas net, et c'est pas pour autant que c'est pas un ovni. Tu vois, Tout à fait. Ouais. C'est pour ça qu'il faut, toute raison garder, de pas... il faut pas trop se concentrer sur la vidéo. Moi, je le mentionne, ça n'a jamais été moi mon créneau. Mais mon créneau, c'est le est-ce contexte. que t'as pas besoin quand même de voir pour croire? Alors c'est cette fameuse phrase de Saint Thomas, je suis comme Saint Thomas, et puis je dis, hey, Saint Thomas, tu l'as vu? Non, tu l'as pas vu Saint Thomas. Donc, non, parce que pour moi, c'est le contexte. Ouais. Tout est une histoire de contexte. T'as une vidéo, c'est bien, tu la regardes, ok. Les vidéos, je les ai regardées 2 fois, les trucs, m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le contexte. Ouais. Qui les a filmés? Dans quel cas? Oui, bien Pourquoi? sûr. Qui est derrière? La crédibilité du personnel. Exactement. C'est pour ça que les données radars qui sont corroborées. de Tyson, il est imbitable pour moi quand il dit ça, parce que c'est un manque de respect absolu, c'est de dire je relègue le phénomène à notre incapacité technologique à simplement le filmer. C'est ça. Et là, je lui dis écoute, t'as fait des études, j'ai beaucoup de respect pour toi, t'es très intelligent, pas de problème. Mais là, tu manques d'intelligence en faisant une telle réflexion. Bah, ça veut dire que tu insultes délibérément les gens dont leur métier premier, c'est d'être pilote, d'être formé, et de ne serait-ce que de leur donner de la crédibilité. Tu sais, tu vas dans un procès, demain, t'as une nana qui dit avoir vu un type poignarder une autre, le témoignage oculaire rentre dans la charge. Pourquoi dans le cas OVNI, dans le cas paranormal, le témoin oculaire n'est jamais pris au sérieux? Pourquoi? Parce qu'on se dit, il a imaginé des choses. Exactement, mais parce que notre société a toujours traité de fou celui qui s'intéressait au sujet, alors que le sujet n'avait pas été encore accepté par cette société. C'est pour ça que c'est toujours une histoire de timing, pas être trop en avance. Donc, moi, c'est le contexte. Je vous invite, le contexte.
toujours le contexte. Le contexte, c'est plus important. Bien sûr. Parce que c'est là où tu vas pouvoir, toi, faire ton argumentaire, faire ta propre réflexion, philosopher dessus, parce que c'est toujours sympa de philosopher quand même, surtout avec des copains, Bien sûr. c'est bien de philosopher, mais le contexte. La vidéo, c'est du show-off. On est d'accord. Même si on rêve tous secrètement qu'une énorme soucoupe vienne se poser sur l'Elysée et nous enlève Macron. Ciao. Donc maintenant, Nico, j'aimerais qu'on aborde quelque chose d'important, c'est la potentielle désinformation. Genre, à quel point tout ça, ça serait peut-être du bullshit. Attends, qui est le mec qui a dit que la dernière carte que le gouvernement américain allait jouer, c'est la carte alien? C'est le Von Braun. Von Braun. Von Braun faisait partie des 1000 Allemands qui ont été rapatriés par les Américains durant l'opération secrète nommée Presse-Papier ou Paperclip en 1951. Donc c'est un duel qu'il y a entre le président Truman qui refuse que la CIA fasse rapatrier ces horribles Allemands après l'échec de la Seconde Guerre mondiale. La CIA fera tellement pression qu'elle arrivera à le faire quand même. Et Von Braun fait partie de cette élite. Et Von Braun deviendra un peu le papa du projet espace, notamment le projet Saturne. Bosser à la NASA, il a bossé sur la conquête de l'espace, c'est lui en fait. C'est lui qui va initier tout ce truc extraordinaire que la NASA a réalisé en fait, tu vois, le Mars, la Lune et compagnie, tu vois. Donc, lui dit sur son lit de mort à une dame qui s'appelle Caroline Orsini, il dit que les Américains, pour la faire très courte, ont toujours eu besoin d'avoir un ennemi pour exister. Ouais. Ça a été effectivement pendant longtemps le capitalisme face au communisme. Ouais. Ça a été, on a monté les uns contre les autres avec l'Amérique latine, avec la même stratégie. Après, il fallait créer un nouvel ennemi. Le nouvel ennemi, c'était quoi? C'était le Moyen-Orient, c'était les terroristes. Donc, ils ont besoin, parce qu'en fait, ils sont jamais... Exactement, parce que financièrement, ils sont toujours au top quand ils font marcher la vente d'armes. Et de faire des guerres... Faut entretenir la guerre, de toute façon. Exactement, ça rapporte plus de pognon, en fait. C'est ce qui rapporte le plus de pognon pour les ricains. Et il dit, alors ironiquement ou pas, intelligemment ou pas, c'est toute la subtilité de Von Braun, que la dernière carte, c'est d'unir la planète sous une seule et même bannière, face à une menace extraterrestre. Donc, je pars de cette réflexion. C'est marrant juste parce que, tu vois, unir toutes les nations sous une menace commune, j'ai l'impression qu'on a eu ça avec le Covid mondialement. Et on a ça avec l'Ukraine. Bien sûr, maintenant c'est l'Ukraine. Bien sûr. C'est toujours la même stratégie. C'est d'unir tout le monde sous une même idée, la fameuse bien-pensance, la fameuse le camp du bien, tu vois, qui martèle partout à qui veut l'entendre que lui seul est détenteur de vérité, et que tous ceux qui osent se dresser, ou ne serait-ce que de refuser ou d'abdiquer à la pensée que lui martèle, sont considérés dans le camp du mal. Et il faut bien comprendre qu'en fait, il existe autant d'histoires et de vérités que de peuples et de nations. Ouais. Vous imaginez bien que les Russes, ou les Allemands, ou les Japonais, ou les Cambodgiens n'ont pas du tout la même vision du monde historique que nous, Français, avons. Il faut toujours essayer de se mettre à la place de l'autre pour bien comprendre tous les enjeux. Et Von Braun, du coup, il a dit ça sur son lit de mort. Que ça Exactement. Que la dernière carte pour les Américains sera d'unir un maximum de personnes sous leur bannière étoilée. Et ça serait une fausse menace, en fait, que les aliens n'existeraient pas, mais on nous ferait croire que ça existe. On ferait tout pour nous faire croire que ça existe. Alors, c'est même un peu plus subtil. Qu'ils existent ou pas, en fait, ils s'en foutent. Ils se posent même pas la question. Ils existent. Ok. Ils existent. Alors, ils existent. Ces objets volants non identifiés sont là. Ils existent. Qui les pilote? Peut-être qu'une élite a la réponse. Peut-être qu'une élite a la réponse. Je pense à Robert Bigelow, par exemple. Justement, je voulais en parler après, mais à quel point, pour toi, la désinformation est possible? Mais elle est possible. En fait, c'est pas qu'elle est possible. Je sais qu'elle existe. En fait, elle régit, en fait, je sais qu'elle tout le existe. système. Bien sûr, mais est-ce que tu penses que tout ce qu'on nous dit là depuis 2017, c'est du bullshit? Non. Est-ce que ça serait pas une opération secrète américaine? Je me pose la question dans le livre. Oui, j'ai l'honnêteté à la fin. Je pose la question. Je me pose la question. Ma réflexion, elle est que le sujet est réel. Ces objets sont là. Pas de problème. La question dans laquelle je doute, c'est quelles sont les intentions de ces agences, de ces hommes, de ces femmes à divulguer tout ça.
C'est ça. Et la puce, je le dis dans le bouquin, je vous spoil un peu le bouquin, je suis sympa, mais Lou Elizondo dit cette phrase qui répète souvent ce truc de menace. Comment tu intéresses les Américains? Si tu leur parles de menace. Ouais. Il prend toujours cette métaphore, voilà, t'habites dans ta maison, t'es tranquille, et puis tous les matins tu te lèves dans ta cuisine, puis c'est le désordre dans ta cuisine. Ouais. Des objets cassés par terre. Premier soir, t'es surpris, pourtant tout est fermé, les fenêtres sont fermées. Ouais. Deuxième soir, rebolote, le lendemain matin tu te lèves, c'est la même chose. Troisième, quatrième. Et il dit, dans le doute, je vais m'armer. Je vais m'armer. Je vois pas de menace, mais je vois un résultat. Donc, on voit ces objets volants, ouais. Mais il n'y a pas de menace directe. Mais dans le doute, je vais m'armer. Alors, est-ce qu'il fait ça pour forcer à intéresser les différents, comment dirais-je, les agences, les départements militaires à rendre les choses publiques pour les forcer, en fait, les sortir de leur trou? Ils jouent leur jeu. Ouais. Ce qui est pas impossible, je connais un peu le bonhomme maintenant. Impossible, je pense que c'est un mec bien. Mais bon, après, penser que c'est un mec bien, c'est totalement différent de dire oui, j'ai toutes les preuves pour te dire que c'est un mec bien, ce qui n'est pas le cas. Mais est-ce qu'il joue ce double jeu pour les forcer à sortir de leur tanière, ou est-ce qu'il fait partie lui-même d'un plan? On informe, on donne une vérité aux gens. Les objets sont réels, mais par contre, on va les désinformer, on va manipuler l'information pour leur faire croire, attention. Les talibans en compagnie, c'est has-been en fait, les talibans. Ouais. Tu vois. Par contre, les extraterrestres, ils peuvent enlever vos enfants, ils peuvent enlever votre femme. Donc on va investir massivement des milliards dans des défenses aériennes. On va vous démontrer qu'on a un plan. D'ailleurs, c'est ce que dit Greer, Dr. Greer. Et ce que dit d'ailleurs McKinnon, le hacker autiste qui est rentré dans le truc. J'ai fait un truc sur lui. Oui. Il y aurait des ISS. Et ça, des ISS, des énormes bases spatiales américaines qui seraient stationnaires. Et il y avait notamment la mention agent spatial non terrestre, agent non terrestre, je crois. Tout à fait. Ouais. C'est ce qu'on trouve dans ces bouquins. Le rapport Wilson en parle aussi de tout ça. Là, on est dans la pure SF. Hein. Puis t'as même aussi l'ancien dirigeant d'agence spatiale israélien qui avait dit... Oui, tout à fait. Qui avait dit que les États-Unis avaient signé un traité avec les extraterrestres dans les années 50, je sais plus quoi. Alors, vrai ou pas, encore une fois, c'est l'histoire de la désinformation. T'as une vérité au milieu d'un sandwich de conneries. Et c'est ça le truc. Si tu devais pencher entre les deux, tu pencherais vers quoi? Tu veux me sortir de ma zone de confort. J'ai envie de voir un petit peu, toi, tes convictions perso. Parce que là, vraiment, le bouquin, encore une fois, t'es resté vraiment très prudent et c'est très bien. Tu veux peut-être pas le dire après. Si, je peux le dire. Je sais pas, t'inquiète, je sais où m'arrêter. J'ai plusieurs trucs. Je pense qu'on n'est pas seul. Ouais. Je pense qu'on est visité. Et je pense qu'on est visité depuis très longtemps. Soyons clairs. Ok. Je pense que l'humain, et particulièrement les militaires, sont... les militaires, attention. Les militaires responsables dans des grandes agences, dans des départements secrets. Je vais pas parler de nos militaires qui partent au Mali, tu vois, je fais le distinguo. Mais on va dire les gradés, les hauts gradés, dans certaines agences américaines, sont des gens avec lesquels je n'aurais absolument aucune confiance. Ouais. Je suis très clair. Les gens qui nous dirigent sont des menteurs pathologiques, professionnels, cocaïnoés, et en plus suceurs de boules. Ouais. Voilà, ce que je pense sincèrement. Pas tous, mais une majorité. C'est dur de dire le contraire. Quand tu sais ces deux trucs-là, tu te poses la question très très légitimement de te dire, on est dirigé par des fous. Ouais. Les fous au pouvoir, on voit ce que ça donne depuis 30 ans. C'est des guerres massives, c'est des mensonges en permanence, c'est nous monter, nous, citoyens, les uns contre les autres. Toi, t'es trop noir, toi, t'es pas assez blanc, toi, tu pries à genoux, toi, tu pries à quatre pattes. C'est vraiment, tu vois, c'est que ça, c'est que de la confrontation. Donc, ça, c'est ma deuxième sensibilité. Et la troisième, c'est qu'on parle pas de ces extraterrestres. S'ils sont là, ils ont, à mon avis, probablement rien à faire que des Américains ou des gouvernements jouent les cons. On parle pas de ce truc-là. D'ailleurs, j'en parle pas dans le bouquin de ça. Ouais. Mais il y a le point de vue extérieur. Dans quelle mesure ce point de vue extérieur peut chambouler en fait tous les plans terrestres? Parce que des fois, j'ai l'impression que tous ces militaires sont en train de se dire, on a la suprématie sur tout, on peut tout gérer. Tu vois ce que je veux dire, sans prendre à la mesure que si effectivement une civilisation a la capacité
de pouvoir se déplacer dans l'espace jusqu'à nous visiter. Mais c'est-à-dire qu'il y a un gap technologique énorme. Bien sûr. Et on n'a pas parlé d'un sujet qui est quand même primordial. Vas-y. C'est que l'explosion de toutes ces observations est liée à la bombe atomique. Ouais, bien sûr. 90% des rapports militaires sont sur des sites à ogives, Ouais, il y a des observations. sur des centrales nucléaires. En France, c'est pareil, le cas de Fessenheim. C'est extrêmement récurrent. Il y avait même eu un congrès en 2010 où t'as plein de militaires et anciens militaires qui viennent témoigner qu'il y a eu plein d'observations d'OVNI autour de bases Tout à fait. équipées d'une ogive nucléaire, etc. Exactement. Et qui pouvaient désarmer leur équipement. Exactement. Si on regarde les statistiques, le professeur Abilob et d'autres, on voit dans les statistiques que toutes ces observations, effectivement, ont lieu proches ou sur ces sites. Il y a des sites qui ont été totalement, pas désarmés, mais désenclenchés. Ouais. On va pas en parler là, parce qu'on peut en parler des heures, mais il y a vraiment des cas très 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 intéressants, très documentés là-dessus. Donc, est-ce que, effectivement, le pétage de notre bombe atomique en 42 avec Oppenheimer Attirer Et- l'attention. exactement est l'élément déclencheur de cet intérêt prononcé? Alors, je disais au préambule qu'ils sont là depuis longtemps, mais ils sont probablement pas. Ils habitent peut-être plus loin que la proche banlieue terrestre. Ouais. Est-ce que c'est ça qui a fait réaccélérer cette peur? Ils ont peut-être peur qu'on, je sais pas, c'est peut-être un peu écolo bobo ce que je veux dire, mais peut-être peur qu'on bousille la planète. Peut-être. Bah oui, peut-être. Peut-être que oui, j'essaierai de prendre une édition, tu vois, qui est pas standard. Peut-être. Peut-être aussi que ces explosions nucléaires ont une plus grande importance dans le cosmos. Ouais. Comme si elles rayonnaient beaucoup plus loin. Comme s'il y avait des effets secondaires beaucoup plus loin. Dans d'autres dimensions. Je ne sais pas. Ouais. C'est des réflexions. Les scientifiques se posent des questions Non, là-dessus. Donc, c'est de vraies théories. est-ce que tout ça ne mènera pas à la fin à peut-être leur intervention Ouais. pour nous remettre dans le droit chemin? Mais je sais tu vois, pas, ça j'en se sais rien. rapproche quand même beaucoup d'une forme de divinité. Bah, c'est pour Tu ça vois, que je maigrir à la fin. Une entité Même qui serait si, aussi bienveillante. Gris, il dérape un peu, tu vois, mais il est un peu dans ce côté-là aussi. Ouais. Il se pose cette question-là, lui il affirme, c'est le sens de mon désaccord. Ouais. Moi j'affirme rien, mais effectivement, le côté divinité. Après, Greer, je t'avoue, c'est vrai que j'ai aucune confiance en lui à cause de. On en parlait hier soir, Oui. mais le fait de faire payer des gens pour Ah, soi-disant c'est- invoquer des ovnis Ouais. en pointant un laser dans le ciel et en méditant, Ouais. ça me paraît très absurde. Mais en tout cas, pour répondre à la question de la désinformation, évidemment que je me pose aussi la question. Cela dit, alors je peux pas tout révéler, mais j'ai été pendant un certain temps en contact, j'ai eu beaucoup de chance, j'étais dans un groupe de mail avec Eric Davis et un mec qui s'appelle Jack Sarfati. Et je les ai vus, alors j'ai pu entendre des conférences, parce que des fois en fait sur YouTube ils faisaient des conférences ensemble. Et les mails en fait qui s'envoyaient, des PDF, etc. En fait c'est pour inclure les métamatériaux dans la loi de la relativité d'Einstein. Ils se prennent la tête là-dessus en fait pour résoudre le, comment dire, pour équiper des vaisseaux d'un champ antigravitationnel. Mhm. Et ils étaient vraiment extrêmement sérieux. Enfin tu vois. Ah oui, bah de toute façon. Je vois qu'il y a des gens qui bossent activement là-dessus. bien Donc sûr. je me dis, s'il n'y avait pas une vraie réalité à ce phénomène, je pense pas qu'il y aurait ce genre de chaîne de mails très obscure, tu vois. Enfin, tu vois, ils auraient aucun intérêt à faire ça. Ça serait une perte de temps. Donc moi j'y crois. Je pense pas que ça soit de la... Il y a eu de la désinformation, il y en a toujours. Il y en a toujours. Mais je suis intimement convaincu de la réalité de ces objets. Maintenant, tu vois, la question c'est... Est-ce que c'est non terrestre? Je pense que oui, vu les propriétés de ces objets, les manœuvres impossibles. Il y a un autre truc aussi, à partir du moment où on a eu ces observations d'OVNI massives entre les années 40, 50, Ouais. on a eu aussi un bond technologique. Quand tu regardes les 70 dernières années, il y a eu un bond technologique complètement dingue qu'on n'a jamais connu. Alors on me dira oui mais c'est normal, mais sauf que là, vous voyez, on plafonne. On commence à plafonner. Ouais. Il y a eu une évolution entre les années 50 à 90, Énorme. 2000, Énorme. colossale. Et là on est en train de plafonner. Alors, t'as des experts dans l'évolution technologique qui te diront c'est les guerres qui nous ont fait progresser, ce qui est fort probable. Mais certains diront qu'effectivement, si on a récupéré une technologie provenant d'ailleurs, elle aurait pu nous aider.
Je sais pas quoi en penser parce que il suffit que imagine, tu donnes un téléphone portable à Cro-Magnon, le mec, il va lui falloir 10-15 ans pour ne serait-ce comprendre comment changer la batterie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, si nous, la technologie extraterrestre est si avancée... S'ils ont par exemple ne serait-ce que 100 000 années d'avance... C'est énorme. Ouais. C'est juste énorme. Et c'est peut-être même beaucoup plus que ça. Je crois que Luis Elizondo, à un moment donné, il disait... je sais plus, il a sorti un nombre, mais absolument énorme. Et toi, et je te pose aussi la question à des informations, alors je vais pas raconter l'histoire, mais dans le bouquin, tu témoignes de ton observation, tu as eu une observation d'OVNI. Ouais. Voilà. J'en dis pas plus, mais... Ouais, c'est ce qui m'a fait indirectement m'intéresser à ce sujet. Alors du coup, maintenant, je vais passer à vos questions, les gars. Ah. Vous avez une série de questions pour Nico. Je sais pas si j'aurai le temps de tout poser. Je vais essayer de répondre rapidement et précisément. Là, c'est une question de Binge Gaming qui demande: penses-tu que les ovnis sont simplement des engins expérimentaux et personne n'est au courant? Donc la thèse comme quoi ça serait... Donc non. Non. On a la réponse aujourd'hui. Très clairement, les études ont démontré que d'un point de vue technologique, aucune nation n'est capable de reproduire à l'identique ce genre de manœuvre. Ça, on le sait, de Dr. Alputov notamment et Eric Davis. Alors là, ça rejoint ce qu'on abordait en début de vidéo. Est-ce qu'il y a des choses que est-ce que tu connais des choses sur la zone 51 qu'on ne connaîtrait pas? Non, pas sur la zone 51. Là, c'était une question des Simpsons imitation. Une question de Dr. Play. Est-ce que tu peux revenir un peu sur le rapport du Pentagone avec le recul qu'on a maintenant? Donc le rapport qui est sorti il y a 1 an, que perso j'ai trouvé très décevant, on a eu 9 pages. Est-ce que tu veux en parler un tout petit peu? Bah, c'est comme tout. Il faut que toute chose démarre. C'est un sujet sensible. C'est un sujet dont la majorité des gens connaissent rien. Ouais. Et même les hauts placés, hein. Il y a plein de gens hauts placés qui connaissent rien. Hein. Oui, et où ils ont pas envie de s'y intéresser. Ils ont pas envie de s'y intéresser parce que, comme dit Elizondo, bah des fois la foi, ta foi, tes convictions personnelles te freinent. Moi, alors je vais pas dire qui, mais ça m'est arrivé de connaître des personnes extrêmement religieuses et je respecte beaucoup leur religion. Je comprends. Pour eux, c'est impossible. C'est impossible qu'il y ait une entité extraterrestre. Pour eux, c'est du bullshit et ils veulent même pas s'y intéresser. Mais donc, le rapport du Pentagone, quand même, t'as trouvé ça comment? Un peu décevant? J'ai trouvé ça... Non, parce que je me savais que ce serait comme ça. Par contre, il y avait un truc il faudra 10 ans. 10 ans pour que les choses aillent au niveau qu'on le désire. Il va falloir que les gens s'acclimatent à l'idée. Là, tu parlais de religieux. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont spirituels. Ceux qui sont trop religieux, beaucoup moins. J'ai moins de respect parce qu'il y a toujours cette volonté de vouloir s'enfermer. Oui, quand ça devient du fanatisme. Là, on passe à autre chose. Tu veux t'enfermer et tu estimes que tout le reste c'est pas cohérent avec tes convictions. C'est pas comme ça que marche le monde. Et donc du coup, il va falloir laisser. Alors oui, c'est décevant, mais là, tu vois, ils ont fait un autre rapport il y a 2 mois. Il y avait 1000 pages. Plus intéressant. En septembre, ils reviennent, ils vont redonner du contenu. Ce sera de plus en plus intéressant. Ce qui est resté intéressant après dans le rapport, même si voilà, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour nous, tu vois. Il parle quand même des sites nucléaires dans les premières pages. Et surtout, à la fin, il conclut qu'il y a vraiment des observations. Ils peuvent pas dire, ils peuvent pas mettre de côté l'hypothèse comme quoi c'est des objets extraterrestres. Tout à fait. Impossible. Alors ensuite, excuse-moi, il y a plein de questions. Vas-y. Alors l'actualité OVNI, Dr. Play, du coup, je pense qu'on en a parlé un petit peu. Alors voilà, ça c'est une question de Coco. On entend souvent parler d'événements aux États-Unis, Roswell par exemple, mais qu'en est-il des événements concrets en France? On a essayé d'y répondre un petit peu tout à l'heure. C'est plus difficile en France parce que le secret militaire français est vraiment blindé. Très blindé. Mais je pense que dans la décennie, nous allons découvrir des cas. Quand Alain Juillet, l'ancien de la DGSE, a pris la parole en 2020, on sent une volonté de gens qui étaient haut placés de vouloir rendre public certaines choses. Maintenant, la France, elle a un travail particulier à faire, c'est d'arrêter de croire que nous sommes au centre du monde. D'accord. Et c'est pas gagné. Et il va falloir aussi accepter que cette rationalité issue des Lumières, issue de Descartes, n'est absolument pas la perfection intellectuelle. On est d'accord. On a tendance à trop rationaliser, et à force de trop rationaliser, en fait, tu en perds ce côté, ce côté de recherche neutre. Puis plus globalement, je trouve qu'il faut changer les mentalités en un pays qui n'arrive pas à se prendre au sérieux.
on fait souvent du second degré, tu vois, la plupart des films qu'on produit, c'est des comédies. Oui. Là où les Américains font du Marvel, ils se prennent très au sérieux. Je dis pas que les films sont géniaux, hein. Non, Marvel, d'accord. vous savez ce que j'en pense, mais il y a un côté... Les États-Unis, ils aiment le spectacle. Ils aiment les choses premier degré. En France, on a plus de mal. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a du mal à prendre ce phénomène au sérieux. Alors, il y a une question de Burdos33. Nico avait dit qu'il n'y avait pas seulement des activités suspectes dans le ciel, mais aussi ailleurs. Curieux de savoir de quoi il parlait. Activités souterraines suspectes. Ouais, alors je mentionnais surtout effectivement les fonds marins, les OANI. C'est l'équivalent des ovnis, mais dans l'eau. Comme je vous disais tout à l'heure, cette vidéo qu'on attend de la NASA va révéler ce genre de trucs. Et effectivement, c'est pas des cas. Apparemment, c'est beaucoup plus courant. Il semblerait que ces entités se servent des océans pour stationner. Ouais. Donc, à corroborer. On va voir. J'ai très hâte de voir cette vidéo. J'espère qu'elle va sortir. Moi aussi. Je t'avouerai que j'ai très hâte aussi. Alors, Monsieur Cobblepot, le pingouin. Alors, pour le Pentagone, on y a répondu. Comment... Alors, ça, c'est une bonne question de Cola Ronce. Comment tu imaginerais un premier contact idéal avec une population extraterrestre et inversement, comment ça pourrait mal tourner? Comment t'imagines, si vraiment, imagine, allez, demain, t'as une soucoupe volante qui se pose sur la Maison Blanche, devant l'Elysée, et là, t'as des petites créatures d'1 m 30 avec des grands yeux qui sortent et qui commencent à communiquer avec nous. Comment ça se passe? Ça peut uniquement bien se passer s'il n'y a pas d'humains. Tu penses que on est tellement pourris qu'on va vouloir tous les dézinguer? Ah non, c'est même pas, c'est au-delà de ça, c'est même pas qu'on va vouloir les dézinguer, il y a des gens qui voudront pas, mais c'est qu'en fait on n'est pas prêt. Pas prêt mentalement? Mais non, regarde, regarde les gens, regarde tout ce qui se passe. Le moindre truc, ils sont prêts à accepter n'importe quoi quand on leur dit qu'il faut le faire. Les gens sont pas tous, hein, une majorité sont des moutons, parce que le système les emprisonne. Ouais. Le système, c'est pour ça que j'en veux pas aux gens d'être des moutons ou des cons. Le système fait en sorte, fait tout, met toute son énergie pour que les gens soient des moutons et des cons. Ouais. On les divertit avec de la merde, et on leur met trop boulot dodo. Et puis tiens, puis c'est pas encore assez dur, tu vas gagner encore un peu moins. Tu vois, ton essence, on va encore la faire. Tu vois, je peux pas l'en vouloir aux gens. Ouais. Des fois c'est triste, des fois ça te fait chier, mais tu peux pas leur vouloir. Le système est terrible. Je suis d'accord. Donc, si demain il y a des extraterrestres qui arrivent, bon, c'est la débandade. C'est la débandade. C'est la débandade. On va voir les pires horreurs. On va voir des massacres. On va voir des fanatiques religieux qui vont venir lécher les bottes des... Ça va être complètement fou. Complètement fou. Et c'est terrible parce que moi j'attends que ça en fait. J'attends que ça de pouvoir communiquer avec une entité plus avancée. Mais pour avoir des questions sur notre existence, tu vois, d'où on vient, est-ce qu'ils ont une réponse sur la vie après la mort? Est-ce que ce qu'on connaît sur l'univers, le Big Bang, etc., est-ce que tout ça c'est vrai? J'aimerais bien savoir à quoi ressemble leur planète, comment ils vivent, quelle est leur spiritualité, leur philosophie sur la vie. En fait, on a tellement de choses à apprendre. Ouais. Moi, j'attends que ça, un contact avec une entité extraterrestre. Je trouverais ça absolument fabuleux, mais pour que ça se produise, il faudrait que les gens... il faudrait que le monde soit devenu spirituel. Mais c'est vrai que quand tu vois qu'on n'arrive pas à s'empêcher de faire la guerre... Et puis même, tu vois, Luis Elizondo, il dit un truc et je suis totalement d'accord. Il dit en fait, quand tu regardes la Terre vue de l'espace, t'as pas toutes ces délimitations arbitraires avec des frontières et tout. En fait, c'est juste de l'océan avec tout un bout de terre, tu vois. En fait, on est censé, on devrait tous être connectés, unis, tu vois. On est tous sur ce petit caillou, tu vois, qui flotte dans l'espace. On sait pas pourquoi on est là. Et on n'arrive pas à trouver une forme d'unité globale. Non, on peut pas la trouver. De toute façon, tant qu'on aura des gouvernements qui ne verront que des intérêts, on ne pourra pas trouver ça. De toute façon, tant que t'as 0,01% de la population qui s'accapare toutes les richesses et qui fout tout le monde dans la merde, très compliqué. J'espère que ça a répondu à ta question, Colaronce. Alors Baptiste, tu demandais, j'essaierai de faire une radio libre avec Nico, ça pourquoi pas, ça serait vraiment top. Avec l'évolution des technologies, n'est-il pas plus difficile de... Ah, ça c'est une bonne question, Shinzu. Avec l'évolution des technologies, n'est-il pas plus difficile de détecter les fakes?
et inversement, pourquoi on ne trouve toujours rien? Alors ouais, c'est parce que maintenant, c'est avec les deepfakes, les effets spéciaux, etc. Et c'est comme d'ailleurs, même avant qu'il y ait Photoshop et toutes ces conneries, t'avais Billy Mayer, qui avait, son passe-temps, c'était de prendre, de faire des fakes de photos de soucoupes volantes. Il y a des gens qui pensent, alors qu'est-ce que t'en penses de Billy Mayer? Est-ce que tu penses qu'il y a quelques photos qui sont réelles? Est-ce qu'après il aurait pété un plomb? Ou est-ce que tu penses que depuis le début, c'est du nawak? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont le poster chez eux de la soucoupe volante de X-Files. C'est d'ailleurs, c'est dans le bureau de Mulder. Oui. Et ça, c'était une photo de Billy Mayer. Tu l'as aussi? Ça, c'est la photo la plus iconique. Je vais te dire, je m'en contrefous. Pour moi, ça fait partie du lore. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Okay. Je m'en contrefous. Ce qui m'intéresse, c'est le contexte. Ouais. T'as beau avoir la plus belle vidéo, la plus belle photo du monde, s'il n'y a pas de contexte, si je peux pas aller voir les témoins, si je peux pas aller voir les cours radars, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je le dis toujours aux gens, je dis arrêtez vos vidéos, arrêtez vos trucs. Oui, je comprends le désir, mais vous jouez le jeu de la désinformation. C'est vrai, mais tout le monde fantasme que quelqu'un arrive à prendre en photo un alien. C'est ça. Ou alors vraiment une belle soucoupe volante, mais c'est bien visible. Je vais te dire un truc, même si demain il y avait une super soucoupe volante, un vrai truc, qui se pose sur les Champs-Élysées, 50% de la population dirait c'est un fake. C'est un fake, ouais. Alors que non, il s'est posé, il a dit non, on dirait c'est un hologramme. Exactement. Mélenchon a bien réussi à faire des conférences avec un hologramme. Pourquoi pas un ovni? Exactement. Mais t'as raison, c'est vrai que le plus important, tu vois, c'est la crédibilité des témoignages. Ouais. La corroboration avec les données radar, etc. Le parcours des témoins, d'où ils viennent, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est ça qui est important. Attends, parce que merde, j'ai perdu la page, excusez-moi. De toute façon, je crois que j'avais fait quasiment le tour des questions, il y en a encore une ou deux. Ah, attends. Ah. Oussama, tu demandes, serait-il possible d'aborder le sujet des exoplanètes et si bien évidemment il pourrait y avoir d'autres formes de vie sur ces planètes en question? Est-ce que tu veux répondre? Écoute, c'est super intéressant, mais le problème c'est qu'on va être dans... il va falloir que... en fait, on fait de la digression, tu vois. C'est pas très factuel. Alors oui, il y a des universités qui utilisent l'exobiologie, il y en a en Angleterre, il y en a aux États-Unis, c'est très très intéressant. À quoi peut ressembler les formes de vie actuelles? Pour l'instant, elles sont plutôt microbiennes, et ça s'arrête là. Ouais. On n'a pas détecté... Non, officiellement, en tout cas, on n'a pas détecté quoi que ce soit qui marche, qui rampe ou qui vole. Ouais. Même d'ailleurs, sur la Lune et sur Mars, il y aura eu des traces d'eau. Oui, ça c'est sûr. La Lune, on sait qu'aujourd'hui, il y a de l'eau en forme de glace. Ouais. Faut remettre les cours de biologie qu'on avait quand on était gamin. S'il y a de l'eau, il y a quoi? Il y a de la vie. Il y a de la vie, tu vois. Et on nous a dit, Mars, c'est une planète désertique, fait trop chaud et fait trop froid. Okay. Ouais. Puis les années passant, on dit, ah non, il y a des tracés. Ah ouais. Puis il y a de l'eau sous forme gazeuse. Ah puis non, on a trouvé de l'eau sous forme de glace. Puis maintenant, il y a de l'eau normale. Ouais. Et la Lune, c'est pareil, c'est un caillou mort. Un caillou mort, comment ça se fait qu'il y a de l'eau sous forme de glace? Ouais. National Geographic il y a 2 ans. Est-ce que ça serait quoi? Ça serait une projection au moment du Big Bang ou je sais pas quoi? Je sais pas. Je sais pas. Genre, est-ce que ça serait possible qu'un bout de l'océan éclabousse la Lune et qu'après ça soit congelé dans l'espace? J'en sais rien, je raconte n'importe quoi. Je suis pas assez qualifié pour répondre à ça. Mais peut-être, en façon encore plus simple, simplement il y a de l'eau sur cette planète. Il y a de l'eau. Ah, là on parle de l'eau. C'est comme ça. Et donc peut-être, effectivement, qu'on trouvera des formes de vie lunaires. Lunaires et martiennes. Pourquoi pas. Chronos, tu demandes, penses-tu qu'il serait possible que les extraterrestres attendent une crise majeure de l'humanité ou pire pour se révéler? Alors, on l'évoquait tout à l'heure avec la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Est-ce que tu penses que s'il y a une nouvelle crise majeure, il va y avoir de nouveau une profusion d'ovnis dans le ciel? Oui, de toute façon, à chaque fois qu'il y a des crises, il y en a. En Ukraine, là, il y a beaucoup d'observations qui ont été faites. Il faudra attendre la fin du conflit pour avoir les dossiers, mais il y a pas mal d'observations qui ont été faites. Maintenant, c'est difficile. J'ai du mal à me mettre à la place des extraterrestres, tu vois, comment ils réagiraient. Mais au regard de ce qu'on voit, à chaque fois qu'il y a des guerres, les observations augmentent. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'ils attendent concrètement? Qu'est-ce qu'ils veulent? Nous laisser nous entretuer? Est-ce qu'ils sont prêts à faire un wipe-out total de l'espèce humaine parce qu'on est en train de bousiller ce beau caillou? Ou est-ce qu'ils sont potentiellement plus enclins à nous remettre dans le droit chemin s'ils voient que les choses ne s'arrangent pas?
Je sais pas. Ces 3 réflexions sont légitimes, et j'en rajoute une 4e. Et si les extraterrestres collaborent avec une partie de cette élite? Le président Eisenhower aurait fait l'état d'une rencontre, ouais, dans lequel il y aura eu justement cet échange. Est-ce qu'ils sont avec nos élites? Est-ce qu'ils auraient signé un traité avec eux? Est-ce qu'il y a un traité d'entente? S'il y a forme de vie intelligente, il y a forme de hiérarchie, même aux confins de l'espace. Ouais. Donc, il est peut-être aussi envisageable que les sauveurs, qu'on espère, sont ni plus ni moins que les destructeurs, nos propres maîtres. C'est fabuleux. On est pas dans la merde. Hein. Incroyable. on est dans une belle merde. Dans une belle merde. Je vais te prendre une dernière question. Handsome Cade. Alors ça, c'est intéressant aussi. Comment expliquer l'élusivité du phénomène OVNI? Serait-il possible que par leur nature physique ou grâce à leur technologie, les OVNI aient la capacité d'anticiper différents futurs afin d'apparaître sur le plan qui présenterait le moins de risques pour eux? Nombre de témoins par exemple. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent anticiper le fait qu'on va les filmer, etc. Ils doivent être au courant, imaginons, là, on se projette, que des hypothèses, mais donc c'est bien une entité extraterrestre qui nous visite. Ils ont bien dû voir le bond technologique en l'espace de 70 ans. Est-ce que c'est pour ça qu'il y aurait moins d'observations actuellement, que ce soit alors, plus difficile à prendre en photo? Actuellement. C'est pas qu'il y en a moins, mais quand tu regardes les lumières de Phoenix, ça, c'est quand même un putain de vaisseau alien pour moi. Mais tu sais pourquoi? Parce que à l'époque, en 94, 95, on n'a pas les technologies. Photoshop, c'est le balbutiement de Photoshop. After Effects, c'est la version 1.0. On n'a pas encore cette capacité de se dire, en fait, c'est fake, ça a été fabriqué. Ouais. Ok. On peut faire des fakes avec du montage photo. Ouais. Ça, c'est vrai. Vidéo, plus compliqué. Ouais. Beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, il y a des milliers de vidéos tous les jours qui sortent sur des ovnis. Oui, partout. Mais c'est toujours, tu vois, une qualité pourrie, c'est un point qui Non, se déplace il y a dans le encore ciel. pas très longtemps, je voyais un truc incroyable, un vaisseau immense au-dessus de la Chine. Ah bon? J'ai pas vu ça. Incroyable. Ok. Mais tu te dis avec Cinema 4 machin, After Effects, Maya, Unreal, tout ce que tu veux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ouais. Alors qu'en 94, oui, tu te poses pas la question. Tu poses pas vraiment la question parce qu'on sait que technologiquement on n'est pas encore vraiment capable de faire ce genre de truc. Puis surtout, sauf les grands studios comme Pixar ou Jurassic Park à l'époque. Alors là où je te rejoins sur un truc, c'est vrai qu'en fait, maintenant, tous les jours, il y a des vidéos sur des aliens. Mais c'est jamais, pour moi, ce que je vois la plupart du temps, c'est jamais de la super qualité, c'est jamais des trucs de fou. Et le problème, c'est qu'il y a une telle profusion de ces vidéos que ça va potentiellement noyer la vidéo intéressante. La vérité au milieu des 1000 mensonges. Et c'est ça. Et c'est ça qui fait que c'est frustrant et qu'on a... Regardez pas les vidéos. Oui, mais après, je reviens encore une fois, les lumières de Phoenix, non seulement t'as plusieurs sources vidéo, t'as plusieurs gens qui ont filmé le même vaisseau, et surtout après c'est corroboré par plein de gens sur place, et encore une fois le gouverneur de l'Arizona qui 20 ans plus tard te dit en fait c'était un putain de vaisseau extraterrestre, ça pour moi c'est une observation incroyable. Et j'ai pas vu depuis une telle observation avec autant de témoins, avec un officiel qui dirait de telles choses, tu vois. Donc est-ce que du coup ce phénomène pourrait anticiper le fait que maintenant tout le monde a un téléphone portable et serait plus enclin à rester en altitude très très élevée que vraiment frôler, tu vois, une ville, parce que là le vaisseau il était vraiment quelques mètres au-dessus de leur tête. Hein. Je ne sais pas. Je sais pas, je trouve ça presque ridicule. Après, ok. Qui prête attention à nous en fait. Qui fasse attention. Fourmis. Ouais, tu penses qu'en fait on n'a pas d'intérêt. Je pense pas que... je pense si évolué que ça, j'enlève le fait que s'ils corroborent avec... S'ils corroborent, allez, on va répondre comme ça. S'ils corroborent avec nos élites, peut-être qu'ils sont enclins effectivement à être de plus en plus discrets, parce que nos élites, je leur dis, écoutez, soyez de plus en plus discrets, parce que vous nous mettez une pression telle que nous, on a besoin de vendre des vaccins. Donc, tu vois ce que je veux dire. Par contre, si ils ne sont pas en relation avec aucune entité humaine, et qui sont beaucoup plus évolués, je les vois mal se poser la question de savoir si ça va changer quoi que ce soit avec nos téléphones portables. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'ils observent quand ils sont quand bon leur semble. Tu vois. Après, est-ce qu'ils veulent être discrets? Je pense que les technologies qu'ils ont, le fameux low visibility, ils sont peut-être de plus en plus discrets. Ils sont peut-être ajustés effectivement.
leur technologie pour que effectivement on se soit de moins en moins visible. Bon, en somme, j'espère qu'on a à peu près répondu à ta question. En fait, le truc, je voulais te parler de plein d'autres trucs, Nico. Je pense qu'il faudra qu'on fasse une partie 2. Parce qu'en fait, après les ovnis, il y a plein de formes différentes. Tu vois, c'est comme le tic-tac qui ressemble à une espèce de bonbon, ça n'a aucun sens. Il y a pas de propulsion, il y a pas d'aile, il y a rien. Tu te dis, mais comment ce truc-là vole? Et c'est à l'époque, en plus, sous les drones, c'était de la merde. Hein. Ah bah bien sûr, c'était des gros trucs énormes. Nous, on en avait sur le tournage, c'était terrible. Hein. C'était quasiment de l'essence pour le faire. T'as aussi un pilote là, tu sais, de son cockpit, il avait pris en photo une espèce de pyramide, un truc très chelou qui flottait, qui avait rien à foutre là. Bref, c'est un phénomène qui a l'air quand même, qui est très compliqué à appréhender. Je voulais finir. Tu finis ton bouquin là-dessus. Encore une fois, vraiment, je vous recommande de l'acheter. Faut soutenir. En plus, là maintenant, tu t'auto-édites, t'as fondé ta maison d'édition, et je peux vous annoncer que je suis en train d'écrire un livre qui paraîtra chez Nicolas Augusto. Tu finis ce livre passionnant avec le Zimbabwe. Et il se trouve que j'ai vécu au Zimbabwe en 94. Grande coïncidence. Malheureusement, je suis parti 2 mois avant. Avant l'observation. Avant l'observation, c'était dans l'école d'Ariel. Tu finis là-dessus parce que t'as une fille. Je trouvais que ce passage était touchant. Il y a un truc, et je me dis au bout d'un moment, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors là, pareil, une observation, tous les gamins, les profs, etc. T'as un documentaire d'ailleurs qui vient de sortir. Tout à fait. Ouais. C'est aussi présent dans le documentaire de James Fox, The Phenomenon. Là, on fait état de 2 êtres d'1m30, les grands yeux noirs, qui communiqueraient par télépathie. Et ça vraiment, ça corrobore tellement avec tout. Enfin, dans l'imaginaire collectif, quand on parle d'extraterrestres, c'est une petite créature avec des grands yeux noirs qui a la faculté de communiquer par télépathie. Est-ce que tu crois cette histoire au Zimbabwe? Ah, je suis convaincu qu'ils ont fait état d'observations qui transcendent qui transcendent la normalité. C'est indéniable. Je te disais en off que j'ai beaucoup d'estime pour John Mack, qui est ce psychiatre qui s'est penché sur ce cas, qui est allé là-bas sur place, qui a rencontré les enfants, qui ont dessiné. Exactement. Et que sa conclusion, lui, professionnelle, est qu'ils ont vécu quelque chose de réel. Maintenant, ça peut paraître difficile pour le commun des mortels d'accepter le témoignage de ses enfants. Mais pourquoi ne pas simplement aussi, de temps en temps, écouter les gens. Bien sûr. Et d'arrêter de toujours penser à la place de l'autre. Ces enfants ont vécu quelque chose qui est hors du commun. Il y avait effectivement des adultes aussi avec eux. C'est plutôt bien documenté. D'ailleurs, James Fox, effectivement, le réalisateur de Phenomenon, les a re-rencontrés adultes. Adultes, ouais. Et ils n'ont pas changé leur témoignage. Ils maintiennent tous leur version. Bien sûr, ils n'ont pas fait de flip-flop. Ils n'ont rien gagné. Ils n'ont pas gagné d'argent, il n'y avait pas de business derrière, il n'y avait rien. C'était des gamins d'une petite école. Donc, je trouve que c'est un beau cas, qui est plein d'espoir, qui renvoie cette idée, comme dit dans Les Inconnus, aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Après, aussi, il faut apprendre à écouter. Bien sûr. Écoutez. Même si ça vous met mal à l'aise, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est la plus belle richesse que nous avons. C'est de s'écouter. Bien sûr. Pour essayer de trouver un compromis, accepter que l'autre ait vécu quelque chose de totalement différent de toi, même si tu ne le comprends pas. Et je trouve que ce cas, c'est un cas fabuleux. Moi, je trouve que c'est vraiment incroyable parce que vraiment ils auraient communiqué par télépathie avec les enfants et ils leur auraient mis des images dans la tête en disant faites attention à la planète, l'environnement. Il y a ce message. N'évoluez pas trop technologiquement. Qui est incroyable. C'est fou. Ce message écologiste avant l'écologie, tu vois. Sandrine Rousseau, elle est en PLS avant ce truc-là. Je suis un peu taquin quand même. Non, mais il y a ce message écologique qui je trouve qui est vraiment intéressant et qui est pas fait à la mode hippie. Mais même qui correspond, tu vois, à la présence d'ovnis sur des bases militaires. Bref, écoutez, messieurs, dames, on va conclure cette interview. OVNI, ils nous ont menti. Achetez-le, foncez dessus. Alors tu le trouves que sur mon site. Que sur ton site. Que sur mon site, ouais. Ah, pas sur Amazon. Si, tu peux aussi trouver sur Amazon, mais si vous prenez sur mon site, je vous mets un petit mot dedans. Ah ouais. Et puis vous avez la version numérique inclus. Regardez, petite dédicace là, magnifique. Et en plus, ce qui est super cool, c'est qu'à la fin, t'as la version numérique que télécharger. Exactement, c'est comme ça les gens choisissent. Très beau livre, Nico. Merci beaucoup pour ton temps. Donc, je suis désolé parce que là, Nico, il a un planning quand même chargé. Je vais le ramener, donc merci beaucoup d'avoir été présent. C'est un vrai plaisir et je me réjouis de faire cette deuxième partie. On la fera. Il y a plein de trucs, comme tu disais, il y a aussi les anciennes aliens, la civilisation. Il y a trop de choses à aborder. Et même, je pense même faire une radio libre avec toi. Tu vas prendre des intervenants. Voilà, j'espère que ça vous a suivi. C'était Nicolas Augusto. C'était l'interview. Très bonne soirée à toutes et à tous.
À la prochaine. Merci à Ciao. tous.